Françaises, Français, Belges, salut Cédric, fan de Megaman, adepte des glaces à la pistache et des pains chocolat aux amandes, pirate de l'espace, passager du 999, gaga des chats et de la série The Office, bienvenue dans l'épisode final des rencontres du troisième geek. Cette aventure a débuté à Montreuil, dans un café où nous n'étions que 4 ou 5 à débattre de l'instinct maternel de la créature d'Alien. Ces discussions sont devenues des émissions de radio. Nous avons fait des directs depuis chez nous, en période de couvre-feu. Laissez-moi vous donner quelques chiffres pour illustrer l'aventure. Les rencontres du troisième geek, c'est 17 émissions, une douzaine de chroniqueurs, une parité presque respectée, mais on n'était pas trop mal. Pas loin d'une centaine de copies simples à gros carreaux, écrits au stylo bic. À peu près 35 tasses de café sur les 2 ans avant de prendre de l'antenne, des miaulements de mes chats durant les directs, quelques buts manqués en Ligue des Champions et surtout beaucoup de rigolades et des blagues plus ou moins douteuses. Cette émission, ma première expérience à la radio, était un immense terrain de jeu. On a raconté plein de bêtises pour de faux. J'espère qu'on n'en a pas raconté pour de vrai. On n'a pas toujours été d'accord, mais c'était le but de l'émission. Je tenais à dire un grand merci à tous les chroniqueurs et à Franck en particulier, qui réalise toutes les émissions. Et merci à vous, les auditeurs de Montreuil, de partout en France, à ma famille, à mon neveu Louis qui écoute sûrement. Maintenant, place au spectacle. Et on a beaucoup de choses en réserve pour cette émission vraiment spéciale. Et c'est parti, on va accueillir nos deux premières invités. On va accueillir Adeline, si tu branches ton micro. Bonsoir. Salut Adeline, c'est pas ta première participation vu que tu es venue il y a pas très longtemps. Tout à fait, ça fait 2 mois. 2 mois, et ben voilà, écoute, tu reviens pour la dernière, ça fait plaisir. On va accueillir aussi Jennifer. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Bonsoir tout le monde. Tu es venue assez régulièrement sur les 2 années. Tout à fait, je pense que j'en suis à la 4e fois, je crois. Donc, je n'ai pas bien compté, ce soir, tu as un défi, c'est de ne pas citer The Witcher dans tes interventions. c'est pas évident. Et moi, je dois pas. C'est pas évident quand on est fan. Ouais. Non, c'est vrai. On attend le retour sur PS5 et Franck le Gain, hein, réalisateur. Salut voilà. Franck. Bonsoir tout le monde. Eh ben c'est parti, on a plein de choses, donc on va pas traîner. C'est parti pour les Misto News. Jingle. Les Misto News du monde. Les Misto News du monde. Allez, c'est parti les Misto News. Donc on a 10 minutes, on a des news qui déboulent. Vous dites si ça vous intéresse, si c'est Misto, si ça vous intéresse pas, c'est pas Misto. Attention, c'est parti. Le réalisateur du prochain Predator a rassuré les fans de Disney+, parce que le film va sortir sur Disney+, il a dit que le film serait quand même violent. Est-ce que ça vous rassure quand un réalisateur dit « C'est bon, mon film sera quand même violent, même s'il sort sur Disney+. » Je sais pas, peut-être Michto pour les fans. Moi, ça m'est égal un peu. Predator. Moi, je dis Michto pour Disney+. Tu dis, mais est-ce que tu as vu les Predators ? Pas du tout. Mais de la violence sur Disney+, bon. Ouais, je dis vrai. Que ça, c'est Michto quand même. Parce qu'il y a eu plein de Predators contre Aliens ou des trucs comme ça. Il y a eu plein oui, j'ai pas vu les Aliens non plus. J'ai très peur. C'est vrai. Ah oui. J'ai jamais dépassé cette peur. Ouais. C'est pour ça, peut-être que quand t'as mal au ventre, t'es pas rassuré quand t'as mal au ventre, peut-être. C'est ça. Ouais, je peux comprendre. Misto, pas Misto. Alors il y a un petit bruit, je sais pas ce que c'est Franck, mais il y a un gros sifflement. Ou il y a que moi qui l'entends, Franck ? Non, moi aussi. Tu l'entends ? Il y a un petit bruit, ça vient de quelqu'un qui a un portable quelque part. Bon, je sais pas, on va tout retirer. C'est toujours le cas. Ouais, on l'entend, mais c'est pas très grave. Ça va un peu mieux. Todd Phillips vient de dévoiler qu'il y aura la suite du Joker avec un sous-titre, c'est le Joker 2. Folie à 2, l'expression française. Est-ce que vous avez vu passer cette news sur le deuxième Joker ? Non, j'ai pas vu, mais Michto. Michto, Jennifer ? Ouais, Michto. Moi, j'aime bien le personnage du Joker. J'adore le monde de Batman, donc Michto. Et toi, Adeline ? Ouais, pareil, je partage. Alors, j'ai vu une photo tout à l'heure. Il paraît que ce serait Harley Quinn, ce serait Lady Gaga. Ah. Bonsoir, Bennett. Qui c'est ? Bonsoir. Excuse-moi, j'ai pas pu. Tu vas plus t'en empêcher. Ouais, Batman. Ben oui. Bon, Michto pour vous. Autre Michto, pas Michto, va y avoir un préquel du film Hunger Games. Est-ce que ça vous dit de vous replonger dans Hunger Games ? Pourquoi pas, Michto ? Toi, Adeline ?
Je connais pas Hunger Game, donc C'est une série de romans pour adolescents. C'est une espèce de battle royale et puis voilà. Enfin, on pensait en être ouais, sorti. non, mais j'en ai entendu parler, mais je connais pas précisément, donc pas d'avis. T'as pas d'avis. Alors, Non, pas d'avis. Michto neutre. Michto neutre. Michto exactement. neutre. Ouais, tout à fait. Le tournage de Mad Max Furiosa a débuté. Ça y est, c'est parti. Alors avant, Ah on avait des reveals de films. Maintenant, on sait quand il y a les bandes annonces et maintenant on sait quand le tournage commence. Est-ce que vous avez envie de voir ce film? Ah, hyper michto. Hyper Michto, c'est encore. Hyper michto, ouais, c'est la nouveau dernière. aussi. Hyper Michto. Adeline, Pourquoi pas? est-ce que tu as vu? Non, mais là, quand même, Jérôme, il y a un problème. Je ne connais rien de ce dont tu parles depuis tout à l'heure, donc bravo, je n'ai pas Jérôme. vu non plus Mad Je vais Max, Alors, en fait. j'ai une autre news. Je pense que ça va te parler. Vraiment. D'accord, vas-y. C'est Cyril Hanouna qui va produire un long métrage sur sa vie d'animateur télé. Oh, non. Et ça, c'est une vraie. Oh, C'est une Ça, vraie c'est news. pas michto du tout. Pitié, Eh bien, pitié. Je partage l'avis d'Adeline là-dessus. Ah ouais. Ça ne m'intéresse pas. Parce que il trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Et donc. Et qu'on parle pas assez de lui, c'est ça? Voilà, je pense. D'accord. Michto pas Michto, la deuxième partie de la saison de Stranger Things arrive en juillet, mais ça, c'est que 2 épisodes. Est-ce que vous avez suivi la dernière saison? Stranger Things. Oui. Ah bah oui, un grand oui. J'attends avec impatience le volume 2. C'est 2 épisodes, il me semble, hein. C'est ça? Ouais, il manque épisodes. 2 dont- épisodes de 2h30. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc plus de 2 heures. Surtout, il me semble que le dernier, non? Ou t'es sûr que c'est les deux, Bennett? Ouais, c'est les deux. D'accord. Mais comment on peut parler d'épisodes qui font 2h30 chacun? Eh ben, 2 épisodes de 2h30, Ouais. c'est 2 films en fait. Mais c'est pas faux ce que tu dis. Hein. C'est pas comment dire si tu veux ça va avec les comment dire les films qui sont de plus en plus longs. Avant un film c'était 120 minutes. Maintenant t'as des 3 heures, des 3 heures et demie. Sans déconner, c'est compliqué quand tu vas au cinéma qu'il faut avoir une. Enfin voilà, c'est compliqué quoi. moi, je pense que c'est marketing surtout. C'est-à-dire que d'appeler ça épisode alors que c'est à taille de film et tu viens de nous le démontrer. Donc c'est un budget de film aussi, parce que c'est je sais Ouais. plus 60 millions par épisode. Enfin c'est des gros délires. Enfin on n'est plus du tout. Même on parlait de Stranger Things, les décors de Stranger Things, c'est des pépites au niveau des reconstitutions historiques des années 80. Tu fais, je crois que c'était dans la saison 3 ou dans la saison 2 où ils sont dans un centre commercial. C'est la 3e saison, ça. Ouais. 3e saison, ouais. Et sans déconner, tu peux faire pause à des moments donnés où ils sont dans le supermarché. Pour ceux qui étaient comme moi jeunes dans les années 80, c'est parlant, quoi. C'est des très très bonnes reconstitutions. Et moi, si j'ai envie de couper la poire en deux, je vais dire que de toute façon sur Netflix, ils mettent tout en direct. Donc de toute façon, enfin tout en ligne d'un coup. Donc t'as un épisode de 2 heures, les gens ils peuvent regarder 30 minutes ou 4 fois 30 minutes, donc ça change pas grand-chose. C'est vrai. On continue parce qu'on a encore plein de news. La dernière saison de Peaky Blinders est arrivée sur Netflix et ça va être la dernière saison. Donc elle était sortie sur la BBC avant d'arriver sur Netflix et là ils ont attendu que tous les épisodes soient diffusés sur la BBC pour être sur Netflix. Est-ce que vous avez envie de regarder? Oh oui. Ouais. Mais alors moi j'apprends du coup ce soir que c'est la dernière saison. Je savais pas que c'était la saison finale. Ah si parce que c'était. Ouais, non, mais, j'ai vu indiqué. qu'elle était sortie, mais je savais pas que c'était la dernière en fait. J'avais pas suivi l'info. Donc, mais oui. Et tu l'as déjà commencé, Adeline? Ah oui, j'attendais la dernière en fait. C'est que là j'ai pas pris le temps de regarder. Enfin, j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Ah bah je suppose. Mais c'est prévu. Ouais. Ah bah c'est super. prévu. Alors pour donner envie à tout le monde de regarder, c'est qu'on était un peu sur un truc un peu politique et ça commence, enfin selon moi, ça commençait à saouler un peu. On voulait du grand banditisme, on voulait des coups de pression, on voulait des trucs comme ça. Et là, magistral. Tommy là, il est revenu super en forme. Une autre news, le manga Dragon Age Absolution tiré du jeu vidéo, il arrive sur Netflix en décembre. Est-ce que vous regarderiez un manga tiré de Dragon Age? Non. Je ne sais pas.
Non. Bah pourquoi pas. Je ne sais pas, faudrait que je m'y mette aussi, hein, aux animes sur Netflix. Pour le moment, non. C'est vrai que je suis Bon. plus série télé. Enfin, C'est série. vrai qu'à part le truc The Witcher, le dessin animé The Witcher, je n'ai pas regardé. J'ai pas regardé les Castlevania. Tu vois, c'est pas toi qui l'as dit. Autre Perdu. news. Ouais, perdu. Mais il est excellent, hein, soit dit en passant. Ah, tu as pas dit The Witcher, toujours pas. Alors, Zack Snyder prépare pour un film pour Netflix d'inspiration space opéra considéré comme la réponse à Star Wars. Alors, j'avais Ah pas noté- Bennett, on t'entend si tu veux, si tu peux couper le micro. On t'entend rire. Oh, putain, excusez-moi. Ouais, ou alors quand tu ris, tu t'éloignes du micro, s'il te plaît. Non, mais c'est une blague, une réponse à Star Wars. C'est considéré comme ça. Je dis pas que ça va l'être. En tout cas, je sais pas si c'est tout la plein de presse. modestie en tout cas. Hein. Et je sais pas si c'est lui qui l'a dit. Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, c'est la presse a un peu vendu le truc comme ça en disant c'est un space opéra, va y avoir des bestioles un peu dans tous les sens. Il y a quelques visuels qui sont sortis. Dans les films de Zack Snyder, les filles, ça vous branche? Bah, je suis curieuse de voir quand même, hein, parce que Zack Snyder, c'est pas mal quand même. Bon, sauf son film de zombies. Adeline, ça te tente? Oui, c'est vrai, Ouais. Ouais. c'est Ouais. vrai. Autre news, Street Fighter 6 arrive en 2023. Non, pas film, pas jeu de baston. Grosse. Bah, Michel. Street Fighter 6, ah bah Oui. si, carrément. Michto, hein. Ah bah grave michto. Grave Michto, Adeline. Ah ouais, grave michto. Et sinon, il y a, pour rester dans les jeux, il y a un jeu Seigneur des Anneaux qui s'appelle Gollum. Enfin, sur Gollum, c'est un jeu d'aventure en infiltration. Il sortira en 2022. Je sais pas si vous avez vu. Alors, faudra s'infiltrer dans le Mordor et il faudra, voilà, il y a des missions à faire. Je sais pas si ça vous dirait de jouer Gollum. C'est pas un personnage forcément qui m'attire déjà dans le film, dans les films et dans les jeux, non. Jennifer, toi qui joues plus qu'Adeline. Je pensais qu'Adeline allait donner son... Bah, Non, Son avis, vas-y, je t'écoute, Jennifer. Bah écoute, je ne sais pas. Ça dépend en fait du type de jeu que c'est. Est-ce que c'est un jeu à monde ouvert ou est-ce que pas du tout? Est-ce que Non. c'est, non, c'est un jeu à monde semi-ouvert, je crois. Ça va pas être. D'accord, bah à voir. Parce que peut-être que l'univers peut être sympa aussi de revisiter ça. Ouais, moi c'est ce que je me disais aussi. Au niveau de l'univers, et puis être Gollum, bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Bon, il y avait, on va passer à la suite. Personnage. Il y avait juste une dernière news que j'aimais bien, c'est dans les Sims 4 maintenant, il est possible de gérer des loups-garous. Voilà. Oh, trop cool. Ouais. Alors moi j'avais un michto pas michto. Vas-y. Alors michto pas michto, est-ce que la dernière des rencontres du troisième geek, ça vous plaît ou pas? Bah oui, Michto. Bien sûr, Michto. Bon, on vient de commencer, hein. Donc. Je vais la refaire. Et on va pouvoir passer à reçu sur Caramel. Donc c'est parti, jingle. Vous avez du courrier. Comme tous les mois, nous avons reçu énormément de courriers. Donc là, on peut dire à Anthony et Bennett. Bon, Bennett est déjà là de fait, d'accord. On va accueillir Anthony. Salut Anthony. Salut. Alors, c'est une émission un peu spéciale, donc il y a un peu tout le monde dans la place. Il y a même Yann qui est là, qu'on peut dire, on peut saluer tout de suite comme ça sera fait. Salut Yann. Bonsoir. Bonsoir Yann. Alors, bon, on va pouvoir, vous allez pouvoir réagir à chaud, sans essayer de trop vous couper la parole, parce que là, forcément, on est un peu beaucoup. Allez, c'est parti. Reçu sur Caramel, courrier de Toto Delila. Bonjour, je suis un grand fan de Christophe Lambert et d'Highlander, et malgré son strabisme. On dirait qu'il louche un peu. Dans Highlander, comment il pourrait savoir qu'il n'en reste qu'un, car il louche? Ah oui, c'est vrai que tu fais bien. Juste, tu sais quoi, Yann, quand j'ai pensé à Christophe Lambert, je faisais un peu comme ça. Notamment quand il se double dans Mortal Kombat. Il fait... C'est vrai. Bon, une réponse à Toto? Comment il peut savoir que le Highlander qui en reste qu'un quand tu louches? Je sais pas, le pastis. Non, moi je dirais tu fermes un œil quand tu louches. Pour savoir s'il y en a qu'un, tu fermes un œil. Bon, là je le fais parce que je suis à la radio, parce que vous voyez pas, mais... Parce que sinon, le pastis, ça resserre les mirettes. Ça les miens. Bon, on va réessayer. Sylvain de Boboche, bonjour, je suis grand fan de Tom Cruise et de jeux vidéo. J'ai eu la joie d'aller voir le dernier Top Gun au cinéma. C'était mon anniversaire la semaine dernière et on m'a offert le jeu Rayman. J'étais content car j'aime le film avec Dustin Hoffman et Tom Cruise.
Sauf qu'après 10 heures de jeu, je ne vois toujours pas le rapport avec le film. Pourriez-vous m'expliquer? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, il y a une différence quand même, une grosse différence. Il y en a un, il est brun, l'autre, il est blond. Et il y en a un qui n'a pas de bras. Il n'y a pas de bras, en fait. Ah, Dans- pas de chocolat. Oui, pas de bras, pas de chocolat, mais il a des gants blancs quand même. Et ils font tous les deux leur cascade eux-mêmes hein, aussi. Ah, bien. Ça c'est fort. Oui. Donc, bah oui, c'est des bons éléments pour séparer. Courrier d'Hervé de 4 chemins. Bonjour, je vous écris pour vous poser une colle. À votre avis, comment va faire Disney pour recoller la série Obi-Wan avec la première trilogie sortie en 1977? À votre avis? Alors ça, c'est un courrier qu'on a reçu avant la diffusion de la série, mais on n'a toujours pas la question. Alors, qui peut résumer en une phrase comment ils vont faire pour recoller? Qui a la réponse surtout? Parce que moi, je l'ai pas. Le bug. En une phrase? Oui, Bennett, si tu arrives à faire en une phrase, ça serait bien. Combat final plus ellipse. Ouais, c'est de la triche. On appelle ça de la triche, c'est du rafistolage. Mais il y a Ah, ça, après, il y a des choses qui sont, c'est cohérent. Enfin, moi j'ai vu les 3 ou 4 premiers épisodes. Je trouve que c'est cohérent pour l'instant. Après, il y a, tu fais un bon. On sait ce qui ne peut pas arriver. Après, Oui. en théorie, il y a une phrase qui est dite, c'est, tu sais, quand il se retrouve sur l'étoile de la mort. Et qu'il je sais, lui j'arrête pas dit, d'en parler. Ouais, c'est ça. Quand je vous ai quitté, j'étais votre élève et maintenant je suis le maître. Donc, à mon avis, il y aura un combat final où Obi-Wan va gagner. Ah, peut-être. Bon, on verra bien. De toute Pas façon, bête comme raisonnement. Ouais. il reste encore 2 épisodes. On avance. On est. Je sais pas ce que j'ai pas eu le temps de lire, Franck. C'est pas grave. Eliane de Paris. Bonjour la radio et en particulier Franck, petit coquinou. Voilà, c'est Ah, pour toi. oui, bah, c'est moi. Je suis une grande fan d'Indiana Jones et d'Harrison Ford en particulier. Je trouve son nom rigolo. Je me demandais s'il avait choisi son nom car c'est un ancien garagiste. Pensez-vous que c'est la même chose pour Lynn Renault? Oh. C'est pas la même chose parce qu'en fin de compte, Indiana Jones, Indiana, c'est le nom du chien de Spielberg à la base. Ah. D'ailleurs, Chewbacca, c'est aussi inspiré du chien de Spielberg. Donc, ça, c'est heureusement vrai. qu'il a eu un chien, Spielberg. Hein. Et Non. du coup, il avait peut-être une Ford. Il a peut-être une Ford. Et pour Lynn Renault, non? Il n'a pas? Ou, Non, ou Lo- ça doit. ou Laurence Ferrari. je sais pas. Laurence, je l'avais pas celle-là. Mais bah, bravo Franck. Courrier de Guy Colax de Treumont. Salut, il y a une spéciale Guy Colax hein, si on a le temps. Salut, est-ce que Van Damme a donné son nom au pain d'épices car on peut dire que sa carrière prospère. Voilà. C'est tout. Oh là là. Oui, je sais. Oh ouais, ça va. Il y a une spéciale Guy Colax après si vous le demandez. Il sera ravi d'intervenir. Courrier de Gigi de Troyes. Bonjour la radio. Je vous écris en cachette. Je crois que mon mari me prend pour un nulos au cinéma. Je discutais de sorcellerie l'autre jour à table avec mon beau-frère et mon imbécile de mari. Et mon imbécile de mari m'a fait croire que Saruman était un Avenger et qu'il se déplaçait en faisant des roues. Je ne suis pas bête. Je ne crois pas à ce qu'il dit. Je sais très bien que c'est le méchant dans Harry Potter. C'est bien ça? Alors, il y a Gigi de Troyes. Est-ce que Saruman est bien le méchant dans Harry Potter? Oui, tout à fait. Ça Bon. se drogue pas mal à 3, hein. Bah oui, à 3, oui. Ouais. Il y a encore des VHS. Il y a 3. Mais non, Saruman, ouais, les 3 minutes, il faut qu'on avance. Non, Saruman, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Alors, on m'envoie des messages. Guy Colax. Alors, on m'envoie des messages sur WhatsApp en disant on veut du Guy Colax. Bonjour, je travaille dans un cinéma. Je ne comprends pas pourquoi les gens me demandent où est la salle pour toilette alors que le film ne passe plus. Généralement, ils vont dans la salle des WC. Je ne sais pas pourquoi. C'est nul. C'est nul. C'est Exactement, nul. Aline. En tout cas, pour revenir sur Twilight, je voulais dire que Robert Pattinson, c'est quand même le pire vampire de tous les temps, parce qu'il a mis quand même 14 ans pour se transformer en chauve-souris. Oui, je l'ai vu celui-là.
La C'était suite. mauvais. Oui, c'était mauvais. 2 minutes. Thérèse de Montreuil. Bonjour, je suis une grande fan de chats et des charroux en particulier. J'ai toutes les cassettes en VHS des 4 saisons de Demain à la Une. Je me suis rendu compte que la série a été diffusée de 1996 à mai 2000. Cela veut dire que le chat, après cette dernière saison, s'est retrouvé au chômage. Pourtant, il aurait sans doute pu prévoir les attentats du World Trade Center une année après. Pourquoi n'en avons pas pu lui demander? C'est bizarre, hein. De toute façon, la série, elle était à Chicago, elle n'était pas à New York. Hein. Oui, mais peut-être qu'il aurait pu prévoir. Ah ouais, mais Oui, il t'imagines voyait bien. l'avenir avec Mais il voyait le l'avenir, journal. le chat. Ah, mais c'était un journal local. Oui. Mais est-ce que vous aimez vous regardiez cette série? Moi, j'adorais cette série. Ouais, c'était trop J'adore bien, cette série, ouais. Moi, j'aimais bien aussi. Bah oui, c'est une magnifique série pour les gens qui aiment les chats. Une minute. Ouais, pour les gens qui aiment Oui, les chats. les gens qui aiment les chats. Ah bah le dernier de Mimolette Delila. Bonjour, je suis comptable et je ne vois pas en quoi c'est drôle. J'ai fait des calculs. j'ai fait des calculs. J'aime bien compter. J'aime bien compter. Combien vaut désormais l'homme qui valait 3 milliards? Eh bien, je vais vous le dire. 3 milliards de dollars en francs, ça faisait 18 milliards, 18 milliards en anciens francs, soit 2,852 milliards d'euros. Merci et de rien. Il va nous faire une traduction là. C'est nul, il a pas compté l'inflation. Alors oui. non, ça ne concerne absolument pas l'inflation. Ouais, Voilà. mais 3 milliards dans les années 80, c'est beaucoup plus maintenant. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, merci pour l'info. Ben oui, C'était vraiment très intéressant. c'était vraiment très intéressant. Ça met les choses au clair. Ouais, ça met les choses au clair. Bon, on va pouvoir passer au sujet 2, Franck. Peut-être au sujet 1, non? On Parce qu'on n'a pas fait le sujet 1. On n'a pas fait le sujet, hein? Non. Oh mince! Non. Je me suis On voit que trompé, c'est la ça qui me dit. dernière. Hein. Ouais, on voit que c'est la dernière. Ça Bon, se bah, relâche. c'est parti, sujet 1, vous les filles. C'est parti. Jingle sujet 1. Alors, comme premier sujet ce soir, j'avais voulu qu'on parle un peu des séries et des films, et on a tendance à en voir beaucoup, des choses qui sont parfois tragiques, parfois des choses qui nous bouleversent, des fois certaines choses qui nous retournent, et je me faisais la réflexion mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige des choses comme ça? Vous savez, les séries, on dit non, c'est pas vrai, ils vont pas oser, eh ben si. Et je voulais qu'on parle un petit peu de ça avec Adeline et Jennifer. Donc, Jennifer, est-ce que tu peux nous parler nous introduire un petit peu le sujet? Alors oui, Jérôme, on le sait, cela fait plusieurs millénaires déjà que l'homme a une passion dévorante pour les œuvres dramatiques. Dans l'Antiquité, on avait des pièces de théâtre et aujourd'hui, on regarde majoritairement des œuvres issues du 7e art, dont le cinéma, et du 8e art, dont feraient partie les séries. Personne n'est d'accord, donc j'ai utilisé le conditionnel. L'art étant de manière générale destiné à toucher les sens et les émotions du public, il nous aide aussi à réfléchir, comprendre la société dans laquelle on vit, ainsi qu'à développer un esprit critique. Alors, se fait-on réellement du mal en les regardant? Eh ben, moi, j'ai envie de répondre oui, mais avant... J'ai reformulé ta question parce que, est-ce que c'est le cas? Tout à fait. Alors, pour préparer l'émission, j'ai un peu recherché sur Internet les pires morts tragiques dans les séries. Et je vais vous en parler. Alors, dans Urgence, il y a le docteur Romano. C'est pour docteur Romano qui serait déjà coupé le bras par un hélicoptère et ensuite écrasé par un hélicoptère pour ceux qui aiment Urgence. Nous avons Ned Stark, bien sûr. Nous avons Ned Stark qu'on ne présente plus. Tout à fait. Nous avons Maud Flanders dans un épisode où elle meurt. Maud, moi je la connais pas cette mort. Dans les dessins animés. Mais si elle chute. Ah bah si, après Ned il en peut plus de la vie quoi. Il en peut plus de la vie. Nous avons Ragnar dans Viking. Là, on se dit il mourra jamais. En même temps, elle était partie. Il y a Clay dans Sons of Anarchy. Nous avons il y en a d'autres. Legarta dans Vikings, oui, il y en a plein. Il y a Kathleen Stark dans l'épisode de Game of Thrones. On a Opie dans Sons of Anarchy. Nous avons aussi Laurie Grimm
enfin, dans les choses qui Oui. étaient relevées sur Internet, dans les classements, vous savez, tous ces sites de classement. Dans The Walking Dead. Dans The Walking Dead. Donc, comme Jennifer a commencé le débat par sa petite introduction, est-ce que tu peux nous dire, Adeline, dans les choses que tu as en tête comme ça, qu'est-ce qui t'a traumatisé? Est-ce que tu as des exemples de séries ou de films traumatisants comme ça? Si je reprends ce dont on parlait avant l'émission et les fins des séries, je pense tout de suite à Six Feet Under. Je trouvais ça assez tragique, en fait, le côté où la mort, elle s'arrête pas. Enfin, c'est comme si c'était une mise en abîme de la mort, en fait. Ils meurent tous, c'est assez tragique. Enfin, il y a des fois des personnages qui peuvent mourir à la fin d'une série, mais c'est pas tout le monde. Enfin, il y avait quelque chose comme ça que je trouvais assez tragique dans cette série. C'est ça qui me vient en tête directement. Est-ce que tu peux un peu expliquer un peu le mécanisme de la fin? J'ai pas vu cette série, pourtant elle est super connue. Fin de Six Feet Under. Parce que là, t'es en train de raconter pour ceux qui l'ont pas vu et que forcément, on va leur économiser du temps en tout cas pour pas la regarder. Mais... non, parce qu'en fait, le mécanisme de fin. En fait, c'est une série qui traite de la mort déjà, puisque c'est une famille qui travaille dans des pompes funèbres et donc voilà, la mort elle est présente tout au long de la série, au long des différentes saisons, et à la fin c'est la famille qui est touchée. Tout au long elle est touchée en fait. Mais non mais Jérôme, je vais pas dévoiler davantage. Non. J'ai commencé. Il y a déjà beaucoup de spoilers. Ah oui, alors c'est une émission full spoil. C'est pas du spoil, c'est du teasing. Du teasing de la fin. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux raconter. Quand on sait que la mort elle est présente dès le début aussi. Bon. Moi qui comptais la regarder la semaine prochaine. Écoute, mais je t'encourage à le faire quand même. On t'a économisé une trentaine d'heures quand même, c'est quand même sympa ça. Et donc Ned Stark meurt aussi? Ned Stark, oui. Non, là je plaisante là. C'est le frère de Tony, ça on fallait le faire. C'est ça, Tony Stark. Et toi Jennifer, est-ce que tu peux nous parler de tes traumatismes dans les différentes séries que tu as pu regarder? Alors les traumatismes... moi, en fait, je pense que autant je pense que regarder des séries nous permet en fait de nous évader, de nous détacher un peu de notre quotidien. Et autant je pense aussi qu'en revanche, de manière contradictoire, il arrive qu'on s'identifie tellement au personnage que l'on ait presque l'impression en fait d'appartenir à cet univers. Et pourtant, il y a une vision artistique, elle est bien présente, ça magnifie, ça sublime un peu l'œuvre, etc. Mais des fois, les émotions sont plus fortes même que dans la vraie vie. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti. Et selon certaines séries que j'ai pu regarder, notamment Sons of Anarchy, elle fait vraiment partie de mon top 3 dans tout ce qui est dramatique. J'ai eu, peut-être que les gens vont me prendre pour une folle, mais j'ai eu des moments très difficiles après la mort de certains personnages. Et on peut dire que ça t'empêche pas de continuer d'en regarder d'autres, alors qu'on sait très bien que ça va gicler du sang, en fait. Mais c'est comme si on était un peu comme dans cette capsule temporelle, on vit le moment présent avec le personnage parce qu'on s'y est attaché pendant 7 saisons quand même. Enfin bon, je parle d'un personnage en partie dans ma tête là, pour pas faire de spoiler. Et à la fin, tu te rends compte que au final, tu t'es extrêmement attaché à l'univers, aux autres personnages également, et tout tombe en fait finalement. Surtout si l'histoire se reposait sur les épaules de ce personnage-là. C'est vachement bien ce qu'elle a dit. Tu veux réagir, Yann? Non, mais c'est vrai, elle a raison. Par contre, moi, je suis d'accord sur ça. Pour moi, c'est une catharsis. Si pour l'instant, j'ai encore tué personne dans le vrai monde, c'est grâce à ça. Donc, je remercie les séries, les jeux vidéo et tout ça. Et bisous à mes futures victimes quand tout s'arrêtera. Oui, en gros, Yann, tu nous expliques que si tu ne l'as pas encore fait, c'est grâce à eux. Exactement. C'est parce que eux le font pour toi. Oui. En gros, t'es en train de dire que t'es un psychopathe sous-jacent. Un serial non-killer. C'est un peu ça, oui. C'est exactement ça. Et puisque tu as la parole, Yann, toi, il y a des séries comme ça, un peu, qui sont un peu traumatisées, ou tu te dis, ah non, c'est... En fait, il y en a plein, parce que comme elle nous disait juste avant, c'est Jennifer, c'est ça?
on s'attache en fait aux personnages. Parfois, on a presque l'impression qu'ils font partie de notre famille, en fait, donc on est dégoûté parfois quand ils meurent. Mais après, c'est surtout les morts hyper violentes de Game of Thrones, par exemple, moi, qui m'ont remué le bide, en fait, la montagne qui écrase la tête du gars. Ah oui. Les noces, ce qu'on a appelé le massacre des noces pourpres, non ? Les noces pourpres. Épisode 9 de la saison 3, ça m'a marqué. Franchement, ça, quand tu regardes ça te remue le bide. Et ouais, ça peut. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent penser à ça longtemps même. Ouais, tout à fait. S'ils n'ont pas d'amis, par exemple, ou de famille. Mais justement, est-ce que on parlait de Game of Thrones, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un vrai virage en termes de au niveau scénaristique depuis Game of Thrones? Alors Game of Thrones, c'est des bouquins, on le sait. Hein. Ah, il y a le chat qui est derrière qui veut participer aussi. Ouais, désolé. Mais c'est pas grave. C'est une émission des gens. C'est le chat roux de Demain à la Une. Voilà. Qui est là. Ouais, il amène le journal. Faut aller voir si. Est-ce que maintenant les séries se sont un peu, comment dire, elles ont un peu lâché du lest, parce qu'avant il y avait dans les séries on n'avait pas peur que les héros meurent parce qu'on savait qu'ils revenaient sur plusieurs saisons. Et que maintenant on n'est plus sûr de rien, c'est-à-dire qu'un gars qui peut être là 1 à 2 saisons, il peut être squeezé facilement. Anthony, tu veux dire quelque chose? Si, non mais je suis d'accord avec ce que tu dis et moi je trouve limite que c'est mieux parce que avec certaines séries on avait l'impression, on savait d'avance qui allait mourir, qui allait vite partir de la série, qui allait rester et soit on était heureux, soit on était un petit peu embêté de voir ce personnage rester et c'est vrai que maintenant c'est un peu plus tirage au sort et ouais c'est cool, ça laisse un peu de suspense finalement dans le déroulé d'une série, dans son histoire. On est en panique en fait. On panique pendant tout l'épisode, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Adeline, toi aussi, est-ce que à la fin parce que maintenant ils aiment bien faire ça, notamment pour ceux qui regardent Walking Dead, je sais pas si t'as regardé Adeline, il me semble. J'ai regardé mais j'ai lâché, je ne sais plus quelle saison. Alors, je suis plus adepte de la BD en fait. Pour ceux qui ont regardé, en fait c'est une vieille série, donc maintenant il y a beaucoup de saisons sur Netflix, c'est qu'il y a eu un moment dans une des saisons, il y a Negan qui tue, il y a les membres de la communauté qui sont là, qui sont alignés pour ceux qui l'ont vu, et Negan tue quelqu'un, et sauf que la saison s'arrête là. Sauf que quand on a toutes les saisons sur Netflix, on les enchaîne, donc on se précipite sur l'épisode d'après, mais on peut imaginer que de pas savoir qui va mourir, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un coup qui est pas très sympa, quoi. Ah, c'est un super cliffhanger. Ah oui, mais ça, je pense, je trouve ça très sadique. Moi, j'en veux des fois. J'en veux. Je suis pas content. Je dis c'est pas normal qu'on fasse ça. Mais c'est pour moi, c'est le mélange de satisfaction, frustration qui fait qu'une série est bonne. Parce que en fin de compte, tu peux pas demander au public ce qu'il veut parce que ça part dans tous les sens et tout ça. Et pour moi, c'est le rôle des scénaristes de vraiment faire que de pas toujours donner ce que le public veut parce que sinon c'est trop facile. Bah après, ça rejoint le débat de est-ce qu'il faut tout mettre tous les épisodes d'un coup ou pas. Enfin, on a pu aborder ça entre la différence. Ça dépend de la Netflix. Bah là, ce que tu disais, par exemple, sur Walking Dead, moi je connais par rapport à la BD, donc je sais pas si c'est le même personnage en question qui. Bah c'est Glenn, on le sait, il s'est pris un grand coup de massue là. Ouais, avec l'œil qui sort. Lucille. Exactement. Ouais, moi j'ai décroché de la BD parce que je trouvais ça beaucoup plus violent que la série. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça hyper violent comme BD. La BD est beaucoup plus violente en fait. Il y a des personnages qui disparaissent en plus dans la série. Il y a le coup des jumeaux. Moi, c'est ce qui m'a fait. Un moment donné, j'ai bloqué et puis à un autre moment donné, j'ai complètement arrêté parce que je trouvais ça trop violent en fait. Et après, je comprends qu'il y a des personnes qui soient friandes parce que pour moi, réellement, le coup des personnages qui claquent à la chaîne, ça vient de Lost et ça vient pas de Game of Thrones. C'est vraiment Lost qui a fait cette narration saison après saison où il y avait des personnages qui disparaissaient et qui mouraient de façon super violente. Tu parlais des personnages. Moi, c'est Juliette dans la saison 5. Je sais pas si vous vous souvenez. Comme ça, je suis pas allé jusque-là. Bah, en fin de compte, à un moment donné, elle tombe dans un trou.
Et il y a son petit copain qui essaye de la retenir, mais il n'y arrive pas parce qu'elle est attirée, elle tombe. Et là, tu te dis, elle est morte. Et en fin de compte, non, elle n'est pas morte. Et elle tape sur une bombe nucléaire pour la faire péter. Mais il faut pas que tu nous racontes la suite. Faut pas que tu racontes tout et surtout, Bennett. Chut, arrête. Faut qu'on passe à la suite. En tout cas, Alerte. Pour résumer, on se fait beaucoup de mal. On se fait beaucoup de mal en regardant des séries. Et pourtant, on y retourne. On n'aura pas répondu à la question aujourd'hui. Un jour, on répondra à la question peut-être. Mais en tout cas, comme j'ai interverti le caramel et les sujets 1, on va passer au sujet 2 direct, c'est pas grave. Sujet 2. Alors pour le sujet 2, ça va être un sujet plutôt orienté jeux vidéo, donc avec Bennett et Anthony. Je voulais qu'on parle un peu des profils des joueurs, parce que si on reprend un peu l'histoire des jeux vidéo, on avait quand même une tranche d'âge très, très adolescent au début, voire jeunes adultes. Et surtout dans les salles d'arcade, et ensuite pour les consoles à la maison, ça c'était plutôt un public qui était un peu plus jeune. Et après il y avait une multitude de supports. Donc la différence entre les joueurs consoles et les joueurs PC. Généralement il y avait deux profils de joueurs, surtout qui jouaient pas du tout au même jeu, parce que forcément c'était pas les mêmes jeux sur les différents supports. Et est apparu après, je crois que c'est Bennett qui souffle un peu. Non. Non, j'ai le micro coupé. Ah. D'accord. Et il est apparu une troisième catégorie de joueurs, ce sont les joueurs téléphone. Et on voit un petit peu sociologiquement quand on regarde un petit peu de plus près, c'est que il y a énormément de joueurs maintenant qui jouent sur téléphone, qui utilisent un peu leur smartphone dans les transports en commun, tout ça. Donc c'est une nouvelle façon de jouer. Donc je voulais qu'on parle un petit peu de tout ça, qu'on se rappelle un peu dans nos souvenirs quel joueur nous on était. Toi, Anthony, tu veux commencer? Toi, quand tu étais jeune, tu étais plutôt un joueur console ou un joueur PC? Joueur console. Et j'ai évolué, maintenant je suis joueur PC. Mais ouais, moi, mes débuts, j'étais joueur console. Nintendo 64 et PlayStation 2 ensuite. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a fait changer de support, c'est surtout le style de jeu. Hein. Vraiment. Et donc voilà. Ouais, moi, c'est ça. Et toi, Bennett, dans ton histoire, tu as commencé par quoi? Comme beaucoup, la Game Boy. Parce que les parents voulaient pas qu'on mette, tu sais, à l'ancienne, les consoles, ça abîmait les télés. Donc la Game Boy, c'était un bon truc pour occuper les gamins. Et après la console portable, et puis après le PC, et puis après la console, et puis après le PC, et puis voilà quoi. Fallait deux, ouais. Alors, Bennett... tout sauf le téléphone. Ah oui, après, c'est une autre façon de jouer, effectivement. Comment on pourrait définir, Bennett, toi qui est un peu plus vieux qu'Anthony, sur le joueur console, qu'on a à peu près le même âge, les joueurs console qu'on était? C'était quoi les profils? Déjà, il y avait, tu sais, la bonne guéguerre, genre les fanboys Nintendo et puis les suppos de Sega. Ah oui, il y a eu ça après, oui. Beatles, Rolling Stone, ouais, voilà, tu sais, c'est les guerres irréconciliables et puis les batailles dans la cour de récré, tu sais, entre Sonic, Mario, tout ça. C'était un peu ça c'est un peu comme ça que ça a commencé finalement. Slip au caleçon. Slip au caleçon, on peut en faire plein, effectivement. De toute façon, maintenant, il suffit de voir à quel point le débat est encore actuel avec plus de noms d'oiseaux et plus de mauvaise foi encore. On pourra en parler. Et les joueurs consoles, moi, je me souviens, c'était surtout, alors moi, je viens d'un petit village, mais c'était surtout les gens on avait les mêmes consoles et on se passait les jeux comme ça. Alors que le profil des joueurs PC, il y avait, moi, dans mon entourage, il y avait beaucoup moins de gens qui avaient des PC ou des Amstrad ou des trucs comme ça. Et c'était beaucoup moins, j'avais l'impression que c'était beaucoup moins démocratisé et que ça venait surtout de la part des parents qui faisaient le choix d'avoir des micro-ordinateurs parce que c'est quand même la génération, en fait, on va dire d'après-guerre, sans vouloir rentrer dans de la sociologie un peu rapide, mais c'est des gens qui ont très peu investi l'informatique au début. Donc, il fallait vraiment que les parents soient ultra dans l'informatique pour se lancer dans ça. Anthony, autour de toi, il y avait des joueurs qui sont directement des joueurs PC ou... Non, moi dans ma jeunesse, les copains c'était aussi console. Hein. Donc, j'avais l'impression que
bon, on va revenir au début on va dire des années 2000. C'était les joueurs PC, c'était un peu une caste élitiste. C'était ceux qui avaient de l'argent, qui connaissaient beaucoup de choses quand même au niveau du matos et ça s'est vachement démocratisé finalement le PC aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même aujourd'hui ça s'est vachement resserré, je trouve, mais à l'époque c'est vrai que console et PC c'était vraiment deux mondes à part. Je suis vraiment d'accord c'était vraiment deux mondes à part et le matos à l'époque évoluait terriblement vite parce que on est passé en quelques années à je sais pas moi, tu sais, genre TIE Fighter ou après il y a eu des jeux qui prenaient plus de mémoire, il a fallu des cartes graphiques 3D, genre 3DFX, et c'est vrai que fallait quand même le PC, c'était un budget, c'était tout de suite beaucoup plus conséquent parce qu'avec une console, t'étais quand même tranquille 5-6 ans, avec un PC, t'es tranquille de 3 ans et tu pouvais plus rien faire tourner après, quoi. Donc c'est vrai que c'était un budget différent. Moi j'avais un peu des potes qui avaient des PC, qui avaient des consoles, donc j'allais un peu dans les. Moi je viens PC console, pour moi c'est à peu près la même chose, quoi, et surtout aujourd'hui où on trouve les mêmes jeux. Aujourd'hui on trouve les mêmes jeux, mais moi j'ai des souvenirs d'aller chez des amis et ils jouaient à Dune sur PC et il y avait l'animation du verre qui sort et on fait waouh, le verre il sortait dans le désert là, on fait waouh, c'est super. Ouais, et puis mais il y avait des digits vocales, attends, c'était quelque chose à l'époque, hein. Ah ouais, moi je rejoins un peu ce que disait Anthony, c'est vrai que c'était des gens qui étaient pas forcément un niveau de vie exceptionnel, mais voilà, c'était une autre population avec des autres styles de jeu. Aussi, est-ce qu'il y a toujours, enfin, moi les souvenirs, c'est qu'il y avait des jeux un peu plus intellectuels ou un peu, je sais pas comment dire, pas moins fun. Oui, mais surtout des styles de jeu qui faisaient un peu plus réfléchir ou des jeux de gestion et qui changeaient un peu des jeux console. Non, Anthony? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Surtout, aujourd'hui, je trouve que les consoles et les PC se rapprochent de plus en plus, notamment avec le cross-platform, les jeux en ligne où finalement les consoles tiennent aussi un peu plus la route. Mais finalement, ce qui caractérise aujourd'hui joueurs console et joueurs PC, c'est surtout le style de jeu. Parce que bon, par exemple, pour faire bête et méchant, mais un joueur FIFA, on va plus le voir sur un support manette et donc peut-être console, alors que bon, les jeux PC aujourd'hui, notamment moi je suis un gros joueur de jeux de gestion et de stratégie, et il faut quand même dire que sur le PC c'est quand même beaucoup plus pratique, hein. Je joue à un jeu de construction de ville qui s'appelle City Skyline sur PC. Je l'ai essayé sur Nintendo Switch. J'ai voulu casser mon crâne. Vraiment. C'est pas sur Switch qu'il fallait l'essayer, hein. Oui, en plus, oui, peut-être, mais. Il faut rien essayer sur Switch. Quelle erreur. Si, c'est une bonne console. C'est une très bonne console, la Nintendo Switch. Oui, c'est une bonne console, mais pas pour ça. Mais pas pour ça, voilà. Mais donc pas pour certains jeux. Mais je pense que même sur PlayStation, enfin, voilà, il y a des jeux qui sont encore sur un support, je pense, spécifique. Et il y a encore des jeux qui sont sur d'autres supports spécifiques, c'est les joueurs téléphone. Et là, c'est une nouvelle catégorie, on va dire avec des tranches d'âge beaucoup plus larges, avec un public féminin quand même très représenté aussi. C'est ce sont des nouveaux joueurs. Alors, je sais bien qu'entre joueurs, on a toujours un peu la caste des gens qui sur le clan FIFA, ceux qui jouent à Call of Duty, les gens qui aiment les RPG, plus les no RPG là, la période. Le Meporg. Voilà. Le bon Meporg. Et maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux catégories de joueurs? On va dire ce qu'il y a les hardcore gamers et les casual gamers. Est-ce que maintenant, si on devrait parler un peu classifier un peu les joueurs, est-ce qu'on irait comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Non, Anthony, non? Non, pas trop. Non, moi j'aime pas dire ça parce qu'après ça stigmatise. Ouais, voilà, parce qu'après, du coup, on peut dériver sur des choses où, par exemple, le joueur qui va beaucoup jouer, on va dire l'hardcore gamer, bah finalement, on va pouvoir aussi dire que c'est un no-life, il a pas de vie, il a pas de copains, et il passe sa vie devant son écran, et puis il se tue à ça, quoi. Donc, il y a des joueurs occasionnels, il y a des joueurs qui vont chercher la performance, il y a des joueurs qui vont juste s'amuser, il y a des joueurs solo, des joueurs qui jouent qu'avec leurs copains, et il y a pour tout, en fait. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeux pour tout le monde, et c'est ça aussi je pense, qui est positif. C'est que tout le monde peut s'y retrouver dans le jeu vidéo.
dans n'importe quel support. Puis c'est sympa aussi de picorer dans différents mondes. Bon, j'aime pas le jeu sur téléphone portable, mais il y a bien des trucs de temps en temps que je trouve sympa. Dans les transports, c'est toujours pratique. Après, Yann, tu veux dire quelque chose ? Ah non, pas du tout. Non, mais il a dit qu'il y avait des jeux pour tout le monde, il n'y a toujours pas de jeu pour aveugles et malentendants. Hein. Alors, il y a des... Et s'il y en a ? Il y a des progrès un peu sur des... C'est vrai ? Oui. Il y a des progrès dans l'ergonomie, notamment Last of Us 2, ils avaient fait des progrès. Ouais, sur mettre en deux couleurs. Chien, là. Oh, pardon. Ouais, Oui, si, ça c'est vrai, ça notamment là, c'est pas encore pour les aveugles, mais pour les daltoniens, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant dans les options. Ah oui, ça oui. Déjà, donc c'est déjà pas mal, ça commence à ouvrir des portes, mais c'est vrai qu'il faudrait s'y pencher, c'est vrai. Et pour finir, avant de passer à la suite, là, ils en parlaient déjà dans le prochain God of War Ragnarok, d'avoir beaucoup de choses comme ça, et notamment la possibilité d'avoir des sous-titres extrêmement gros pour les personnes qui voient pas. Et ça fait partie en tout cas des choses dont ils parlent, les développeurs parlent. Et je pense que c'est une façon aussi de vendre le jeu et de dire on fait des efforts par rapport à un public qui a des besoins un petit peu spécifiques. Donc étant dans le métier, moi je trouve ça extrêmement bien. Bon, c'est l'heure de quoi ? Eh ben, c'est l'heure des pubs. C'est l'heure de la publicité, ouais. Bien, on a une page d'annonce. Petite page de pub. Dans Castlevania, vous l'aviez laissé pour mort. Quelle folie! Dracula est toujours là. Avec Simon's Quest, sa malédiction vous poursuit. Traversez villes et forêts, découvrez les indices. Mais, à la nuit tombée, méfiez-vous. Les esprits du mal ressortent. Une aventure palpitante. Simon's Quest. Exclusivement sur console Nintendo. Marie-Lou s'amuse beaucoup quand elle fait son algèbre. François Bellil termine les plans de magasin. Ils font tout ça et plus encore avec un Commodore 64. Eric a un problème de géographie, mais il trouve la réponse à l'écran. Commodore met l'ordinateur à la portée de tous. Zelda! Entrez dans la légende de Zelda. L'aventure dont vous êtes le héros. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Explorez le monde d'Hyrule. Découvrez ses secrets. Plongez dans l'aventure. Sauvez la princesse. La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Quand on est accro, on en veut. Ouais! Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello! Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Bonjour! Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge. Et pour tirer dans tous les coins, l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs. Pour les accrocros! Encore plus délire, l'adaptateur télé. Regardez la télé sur votre Amstrad couleur. L'adaptateur, plus une manette, plus 7 jeux, 990 francs. Magique! Pour Noël, il y a des cadeaux pour les enfants et des cadeaux pour les parents. Mais avec le jeu vidéo Atari, enfants et parents peuvent s'amuser ensemble. Non seulement Atari vous propose Pac-Man et Space Invaders, mais il présente maintenant Yars' Revenge. Voilà pourquoi Atari, c'est la passion. Allez, laisse gagner papa. J'essaye. Atari, 1500 jeux vidéo qui déchaînent les passions. Bon, vous pouvez réagir sur les publicités. C'est juste génial. Megaman est de retour. Le journal du monde Nintendo avec Mario. Megaman est plus méga que jamais. Il souffle Airman. Il refroidit complètement Hitman et envoie Metalman à la casse. Dr. Wily, est-ce que ça bouleverse vos plans de conquête de l'univers? Oh non, vous oubliez mes super robots, mes poules atomiques et toutes mes autres créatures. Dr. Wily, merci, mais le mot de la fin sera pour Megaman 2. Nintendo. Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Son stéréo. 512 couleurs. Et microprocesseur 16 bits. Mega Drive de Sega. 16 bits, c'est plus fort que toi. Méga plus fort. Ah, voilà.
Branchez-vous sur Super Nintendo présente Super Mario Kart. Une course délirante où on peut jouer à deux sur deux écrans séparés. Les carapaces de tortues volent pas. Surveillez votre rétroviseur. Éclatez-vous. Mais pas bon. Faites-vous peur. Avec Super Mario Kart, exclusivement sur Super Nintendo. Alors, ces magnifiques pubs. C'est toute ma jeunesse. C'est toute ta jeunesse. Alors, moi, je me souviens surtout les pubs NES à l'époque. C'est-à-dire que quand ça passait, on faisait waouh, pouvoir les voir et surtout de se dire ah, ce serait bien de pouvoir les acheter les jeux. Vous avez entendu la magnifique pub Nintendo 64? Adeline, toi, tu veux réagir sur ça? Ça te rappelle des trucs? Moi, j'ai la pub Atari. La pub Atari. Celle-ci, ouais. Moi aussi. Ouais, celle-ci, je me suis dit ah oui. Les autres, il y en a certaines, non. Il y en a d'autres, je me souvenais plus, mais Atari, oui, elle m'est revenue à l'esprit. Pourtant, je sais plus, Franck, peut-être que tu as les dates, non, c'est dans mon truc, mais en tout cas, c'est des pubs extrêmement vieilles. Ah non, j'ai pas les dates de tout. Pas les dates, des fois, c'est marqué sur le truc. Extrêmement vieille. Extrêmement vieille. Mais Atari, années 80. Hein. Oui, tout est années 80. Oui, je confirme. Sauf le Mario Kart, ça doit être 92 ou 91. Oui, 94. Il y en a quelques-unes des années 90, ouais, effectivement. Ouais, il y en a quelques-unes. Alors moi, j'ai souvenir aussi que Nintendo, c'était quoi? C'est plus c'est intelligent. Vous vous souvenez du slogan ou pas? Ouais, plus c'est intelligent. Ouais. Ils l'ont dit à la fin, là. Ah. Oui. Plus intelligent et amusant. Enfin, je n'ai pas tout saisi. Plus c'est amusant, plus c'est intelligent. Et surtout, dans la NES, il y avait le petit robot qui servait à rien. Pour ceux qui s'en souviennent, le robot avec la NES. Voilà, il soulevait des trucs comme ça, et il servait absolument à rien, mais c'était magnifique. Mais c'est pas cher, c'était en francs, enfin, c'est vraiment des trucs extrêmement à l'ancienne. Enfin, voilà, en tout cas, moi j'avais beaucoup je voulais faire partager ça avec vous parce que c'était, voilà, je voulais des pages de pub dans cette émission spéciale, voilà, en moins. Voilà, mais c'était sympa. Permettre ça de passer aux vieilles pubs. Et ben, on en est où maintenant? Eh ben, c'est l'heure du tuto survie, donc jingle tuto survie. Survivre une guerre, peut devenir la guerre. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dans ce coup? Parce que tu aimes te battre? Alors, on a 2 tutos survie ce soir. Alors, il y a un de Bennett et un de moi-même. Bennett, tu veux commencer ou je commence? Merci, c'est gentil. Une question, mais vas-y, commence. Ah bah, comme tu préfères. Vas-y. Donc, pour une fois, je vous fais un tuto survie, pas sur du rétro gaming, mais plutôt sur un jeu d'actualité. Une très très grosse actualité, parce que c'est Elden Ring. Et bon, tous ceux qui regardent un petit peu des vidéos de jeux vidéo savent que c'est vraiment un très très bon jeu. À la difficulté légendaire, il y a quand même un léger sadisme des développeurs, surtout dans l'amenage des ennemis, c'est-à-dire que vous avez des ennemis dès le début qui vous laissent aucune chance, ce qui peut dégoûter le joueur de base. Donc pour vous redonner un petit peu de fun, je vous ai préparé quelques petites astuces qui sont pas mal et qui peut-être, pour vraiment les novices, vont vous aider à commencer dans de bonnes conditions. Bah écoute, si j'avais écouté ton tuto, peut-être que je ne l'aurais pas revendu au bout d'une heure de jeu, mais ça c'est pour la petite histoire. Et Yann va me faire les gros yeux, non il dit rien, c'est bon. Ah, vas-y, on t'écoute, Bennett. Donc pour retrouver du fun sur Elden Ring, déjà la base c'est de prendre un personnage complet du départ. Donc moi je vous ai conseillé le vagabond, parce que il commence avec une armure complète, un bouclier qui absorbe 100% des dégâts physiques, ce qui est important quand dans la mécanique du jeu, c'est vraiment très important. Donc ensuite, ce que je vous conseille, c'est de récupérer une arme qui s'appelle le désarçonneur. Ça se trouve au tout début du jeu sur des cavaliers, et ce qui permet, une fois qu'on est avec qu'on est sur Torrent, la monture, de pouvoir facilement tuer les ennemis qui sont pas sur des montures. Donc j'espère que c'est clair. Ensuite, oui, dis-moi. Vas-y. Donc une fois que vous avez récupéré cette épée qui se trouve vraiment en début de jeu, je vous conseille de récupérer une rune. Donc le jeu, il y a des aides, il y a des pouvoirs qu'on peut associer à certaines armes, et il y a une rune qui permet vraiment de
de rendre le jeu vraiment, c'est la rune de rempart inébranlable. C'est une rune qui se met sur un bouclier qui permet de parer quasiment toutes les attaques du jeu. Donc une fois que vous avez l'épée qui vous permet de faucher les ennemis, une fois que vous avez la rune de rempart inébranlable, le jeu il devient beaucoup plus facile. Après, il y a des zones de farm comme le viaduc de Farum, ou les toutes premières zones du jeu où vous pouvez farmer réellement le jeu. Après, avec un petit peu d'expérience, ça va très très vite. Surtout qu'en plus, dans les mécaniques du jeu, il y a des choses qui ont été faites pour faciliter le jeu des novices. Le système de runes, le système d'invocation. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que pour les gens qui connaissent pas le système de runes? En fait, c'est comme si tu avais un personnage qui t'était associé et qui vient se battre en combat avec toi. Ça se présente comme un petit fantôme et ça a des stats comme toi et ça permet de vraiment de rouler sur le jeu parce que sans les invocations, c'est vraiment beaucoup plus dur. Et là, c'est vraiment de tous les jeux From Software, c'est le jeu le plus simple parce qu'il y a la mécanique du saut, il y a la mécanique de la monture, le fait que ça soit un monde ouvert, tu n'es jamais bloqué dans une zone. C'est vraiment, pour moi, le jeu de l'année 2022. En tout cas, moi, ça sera mon jeu de l'été. Et même s'il y a une difficulté, parce que tu l'as dit, si tu arrives sur le jeu, c'est facile au bout d'une heure de lancer ta manette et de quitter le jeu. Et pourtant, si tu persistes un petit peu, en regardant des tutos, la communauté est vraiment très très bonne sur les jeux From Software. Ça fait que tu as des tutos, tu as toujours des chats de discussion pour poser tes questions et ne jamais être bloqué en fait. Est-ce que tu peux dire que cet aspect communautaire et entraide, est-ce que c'est une nouveauté? Il y a des fois, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est la première fois que je voyais autant de gens discuter, de se dire où est-ce que tu as trouvé ça, comment je peux faire, et d'habitude, on va voir les solus, qui est assez impersonnel, et que là, il y avait plus d'entraide. Bah, je trouve que personnellement, il y a toujours un aspect communautaire, même si c'est un jeu solo, il y a toujours un esprit communautaire dans les jeux parce que t'as des marques au sol, t'as des façons de laisser des petits messages aux autres joueurs en leur disant attention, où il y a un trésor là, ou juste du troll. Mais ça, c'est déjà un aspect communautaire et je trouve que la communauté est vraiment là, le fait que le jeu cartonne, ça aide à ce qu'il y ait beaucoup de monde, mais la communauté From Software était déjà présente avant. Et même s'il y en a qui sont un petit peu élitistes en mode oui, tu n'y arrives pas parce que c'est nul. Au contraire, moi je trouve que le jeu il a beaucoup plus de saveur quand t'es pas forcément bon. Parce que justement, tu vois, quand t'arrives à battre ton boss, t'as une satisfaction. Tu vois, c'était dur, c'était compliqué. C'était pas t'as vraiment lutté, tu vois, l'objet que tu récupères, il a une valeur du coup. Et moi ce que je trouve vraiment hallucinant dans ce genre de jeu, c'est la façon d'y jouer parce que on a tous pour moi, je t'ai dit il y a trois voies pour les jeux From Software. Il y a l'aventurier, l'explorateur et l'archéologue. Je développe un tout petit peu. Rapidement, très rapidement. Ouais, vraiment donc, très rapidement. Pour moi, il y a trois façons de voir le jeu. Il y a celui qui va découvrir le jeu vraiment en dilettante, qui est juste là pour s'amuser. Il y a celui qui va explorer le jeu et trouver des super décors, des histoires et tout ça. Et t'as l'archéologue, celui qui va vraiment explorer le monde et tout faire. Et donc, cette façon de jouer, c'est intéressant parce que tu peux prendre dans le jeu ce qui t'intéresse. T'es pas obligé de faire tout à 100%. T'es pas obligé d'aller voir toutes les solutions et tout ça. Et je te dis, le fait que la difficulté, c'est ça qui donne de la satisfaction au jeu. Je trouve que c'est vraiment ce qui le rend intéressant et qui te donne envie d'aller plus loin, quoi. Ok, merci. Ah oui, mais il nous reste une minute, mais je vais prendre un peu de temps aussi. Yann, est-ce que tu veux dire quelque chose, toi qui as fini le jeu? C'est trop facile comme jeu. Je l'ai fini en 8 heures. T'étais un peu déçu? Et voilà, quoi. Bon, rien à dire de plus. Non, si, par contre, il a dit que c'était un jeu solo. Non, je l'ai pas terminé en 8 heures, hein, je plaisante. Hein. Il a dit que c'est un jeu solo, mais on peut jouer en coop. Hein. Attention, que les gens ne se méprennent pas. Les gens ne se méprendront pas du métro. Alors, ne nous prenons pas. Ne nous prenons pas. Bon, on va un peu déborder, Franck. Je sais que tu vas faire des grands gestes, mais je vais pouvoir faire quand même mon tuto survie. Comment survivre au jeu Warzone.
Alors, je n'ai quasiment jamais joué au FPS, alors que c'est la mode depuis plusieurs années. Je crois que je me suis arrêté au Medal of Honor sur PS1. C'est vous dire si je n'ai aucune expérience dans ce domaine. J'ai toujours préféré l'ombre et les ongles morts d'un Solid Snake ou d'un Sam Fisher, mais je voulais tout de même souligner que jouer contre des vrais joueurs plutôt que contre des bots, c'est quand même autre chose. En mars 2019, vous le savez, ça a été le début du confinement, le 17 mars pour être plus précis. Warzone est sorti une semaine avant. Warzone, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un battle royale par équipe. Je ne suivais pas du tout les jeux Call of Duty. À la limite, j'aime bien me faire un laser game une fois de temps en temps, mais c'est tout. J'aime pas les jeux de guerre. Mais comme c'était le confinement, on m'a demandé de compléter une équipe une fois. Bon, j'ai dit oui. Bon, les premières parties, je me suis contenté de conduire l'hélicoptère parce que si un ennemi arrive, je tire partout, sauf sur lui et c'est foutu. Parce que c'est des choses qui n'ont pas forcément beaucoup changé. De plus, quand vous intégrez une équipe qui a l'habitude de jouer à ce genre de jeu, vous ne comprenez pas grand-chose. Déjà, il faut savoir qu'il y a des plaques de gilets pare-balles. Les armes sont des vraies. Elles ont des vrais noms qui existent dans la réalité. Parmi les mots de vocabulaire que j'ai appris, en voici quelques-uns. GG pour Good Game, Noscope, Rusher et Respawn. Au bout d'un moment, on s'y fait, même si l'Académie française est en PLS. C'est un peu la même chose avec les armes et les tactiques. On m'a souvent dit, elle est nulle ton arme, prends-en une autre. Je dis, ah oui. Ah Yann. Ouais, c'est vrai. Je suis tellement pas bon que je ne vois pas trop la différence. Depuis le confinement, j'ai continué à jouer, parfois avec les mêmes personnes, parfois avec des inconnus. Désormais, je me suis habitué à ce qu'un enfant de 8 ans ait un meilleur niveau que moi. À défaut d'être un bon joueur, j'essaie d'être un bon coéquipier. Mais revenons à nos moutons. Comment survivre à Ruber's Island dans Warzone quand vous êtes à peine un joueur moyen? La réponse est, c'est quasiment impossible. Premièrement, il faut atterrir près de ses coéquipiers, ce qui est normal. Deuxièmement, il faut trouver une arme pas trop nulle. Si, comme moi, vous avez souvent un doute, tirez dans le vent pour voir si c'est une arme automatique. Parce que des fois, on se fait avoir, c'est des armes. Et voilà. Et après, on appuie une fois sur le bouton. Il est important de toujours rester près des copains, car 90% du temps, ils sont plus forts que vous. Même le petit anglais qui a une voix de CE1, avec qui vous venez de débuter la partie. Avec un peu de chance, il se fera surprendre par un ennemi et vous pourrez le tuer facilement. Et pour avoir au moins un kill. Des fois, quand un ennemi tue un autre ennemi, vous arrivez dans le dos et vous le tuez. Comme ça, c'est vous fait un kill. Vous pouvez souffler car vous avez sauvé l'honneur. Pensez à mettre des mines partout. Hein. Pensez aussi pour Cédric, qui met des mines avec son RPG aussi. Avec un peu de chance, vous allez en amocher quelques-uns au passage. Pour la suite, essayez de vous trouver un endroit à l'abri tranquille où vous pouvez voir tout ce qui se passe. Il m'envoie des messages, je suis sûr, c'est là que je n'arrive pas à les lire. Vous verrez encore de loin que beaucoup de joueurs sont très talentueux et évoluent avec grâce. Alors que moi, je vise la plupart du temps la moitié du chargeur à côté, un quart dans les jambes et le reste vaguement dans l'abdomen. Donc foncez, oubliez que vous n'avez aucune chance, grimpez sur des bidons, jouez la mesquine. C'est la guerre, c'est pas l'esprit Coubertin. On n'est pas chez mamie, c'est dangereux la guerre. Si je dois te tuer dans le dos, je le ferai. Dans Splinter Cell, on ne se fait pas traiter de campeur. Autre astuce, si vous ne connaissez rien en munitions et qu'un coéquipier vous en demande, donnez un peu de tout. Vous passerez pour un gars généreux et pensez bien à reprendre un peu le reste qui n'en veut pas. Parce que ça arrive souvent. Quand vous demandez j'ai besoin de telle munition, ben, je ne sais pas ce que c'est. Alors tu donnes un peu de tout ce que tu as. Les gens se servent et ensuite tu reprends là et comme ça tu passes pour un bon coéquipier. Bref, c'est la guerre. C'est la guerre. Alliez-vous au plus fort, tirez dans le dos, parce que 1 contre 1, vous n'avez aucune chance. Enfin, je parle pour moi. Voilà, c'était pour mon tuto, ma collaboration à l'univers Call of Duty, qui s'arrêtera aussi vite qu'elle aura commencé. Et ben, ça va être l'heure de passer au sujet 3. C'est parti, jingle, sujet 3. Jingle sujet 3. Sujet 3 ce soir, on salue Cédric encore une fois qui a des soucis de santé mais qui devait participer, donc on va pouvoir tous un peu participer à ce débat-là et je vais donner la parole en premier à Yann. Tu vas nous faire part, ancien joueur de longue date de jeux en ligne, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, parce que je voulais vraiment qu'on parle de l'évolution des jeux en ligne. Ça fait l'objet de beaucoup de débats, parce qu'on a eu des débats dans les différentes émissions sur Fortnite, sur l'incidence des jeux en ligne pour les plus jeunes et les choses qui sont un petit peu addictives. Et je voulais un peu qu'on voit l'évolution
Parce que, on va dire, il y a 20 ans, à l'époque de World of Warcraft, c'était pas du tout les mêmes systèmes d'addiction, et c'était plutôt quelque chose d'un peu plus générationnel, et au niveau des âges, et que maintenant, c'est devenu beaucoup problématique pour les plus jeunes. Donc Yann, tu as la parole. Depuis quand tu joues en ligne? Alors je j'ai pas la date exacte, mais je pense que depuis l'arrivée de Counter-Strike en 2000. D'accord. Donc est-ce que tu te rappelles les joueurs avec qui tu jouais à peu près? C'était quoi les âges? C'était quoi les modes de vie, ou toi ton mode de vie à l'époque? Alors moi j'étais SDF et je jouais uniquement avec des SDF. Ah. Non, je plaisante. En vrai... non, je jouais avec des gens de mon âge en fait. Du coup j'avais 23 ans et on avait tous à peu près le même âge. Il y avait très peu de personnes au-delà de 30 ans, 40 ans, mais bon ça c'est pareil, c'est générationnel, c'est des gens qu'on pas connu quand les premières consoles sont arrivées, ils étaient déjà un petit peu plus vieux, donc ils sont peut-être pas reconnus dans ce média-là. Et ce qui change maintenant justement, par rapport à maintenant, justement, il y a beaucoup de gens de plus de 40 ans, 50 ans, même 60 ans qui jouent, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, quoi. Mais est-ce on pourrait penser que ce sont les gens qui ont débuté quand les jeux sont devenus en ligne et qu'on continue à jouer peut-être? Ouais, alors après il y a le côté accès aux jeux qui est beaucoup plus facile maintenant. Les consoles, au final, si on regarde bien, j'ai l'impression que c'est un moindre investissement par rapport à ce que c'était avant. Tout ça, par exemple, tout à l'heure, on a parlé là des PC, des consoles. Moi, je me souviens dans les années 80, quand mes parents ont dû me payer mon premier Atari 1040 STE pour les vieux, ils ont dû vendre ma sœur. C'était hyper cher. J'espère qu'elle va bien. On la salue. Ouais, on l'a repris depuis. Ah, d'accord. Et donc, tu veux dire que quoi? C'était un luxe à l'époque, le fait de pouvoir jouer en ligne? Non, c'était pas un luxe, mais c'était moins accessible que maintenant, et notamment le fait que, comme on parlait tout à l'heure des portables, maintenant tout le monde peut avoir accès aux jeux n'importe comment. Avant, il fallait avoir une console, un PC. Ça coûtait relativement cher quand même. Moi, je me souviens qu'une cartouche de jeu sur Nintendo, c'était très cher. Je me rappelle plus le prix exactement, mais 359 francs. Voilà. Alors je sais plus à combien. 669 pour Street Fighter 2. Ah. Ouais, c'est ça. C'était hyper cher. Alors, du coup, maintenant, si on peut parler d'évolution, il y a beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus l'étendue de l'âge est énorme. Tu l'as dit toi-même, sur Call of Duty, parfois, on entend des gens de 8 ans qui nous parlent. Ce qui aurait été complètement inconcevable il y a un peu plus de 20 ans, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être les gens qui connaissent pas, si ça se passait comment quand on parle de jeux en ligne, c'était plutôt les jeux en réseau local, peut-être? Non, parce que les réseaux locaux, j'en ai fait bien avant ça. Ouais. Bien avant ça. Là, c'était vraiment sur Internet. Toi, tu parles directement sur Internet, mais est-ce que tu peux dire quelques mots sur peut-être l'expérience en local avec les PC? Alors, en LAN. Ça, c'est la meilleure expérience de toute ma vie. Ceux qui l'ont pas connu, moi je serais dégoûté à leur place. Comme il n'y avait pas Internet, on se réunissait dans l'appartement ou la maison ou le garage, ça arrivait, d'un ami. On s'y mettait à 14, 15, voire 20 parfois, et on jouait tous ensemble. Du coup, on jouait à Counter-Strike, Unreal, Age of Empires, ce genre de jeu. Et sauf qu'on était tous ensemble et on faisait ça pendant tout un week-end, 2-3 jours, où on dormait très très peu. Et franchement, c'était génial. Et tu peux expliquer comment ça fonctionnait? Vous branchez les PC entre eux sur un serveur? Tous, on avait un hub et on branchait tous les PC dessus. Et après, je te dis pas que parfois ça fonctionnait pas super bien. Il y a toujours les aléas de l'informatique, mais oui, on était tous connectés les uns aux autres et puis on lançait des parties en local sur Counter-Strike, Unreal, et c'était génial. Et tu peux expliquer en quoi c'était génial? Parce que c'est aussi une émission un peu nostalgique aussi. Parce qu'on était tous au même endroit, au même moment. Donc ça renvoie à l'idée, comme peut y avoir sur d'autres jeux vidéo, vraiment l'expérience partagée sur place. Oui, c'est-à-dire que en fait, nous quand on faisait ça, le midi, le soir, il y avait un barbecue, côte de bœuf d'1,5 kg pour tout le monde, des glaces en veux-tu en voilà, des bonbons en veux-tu en voilà, et en fait c'est un peu comme une grande fête pendant 2-3 jours, quoi. Ce qu'on peut pas faire à distance maintenant. Alors on a gagné sûrement d'autres choses. Oui.
Bon, on en a suffisamment discuté, mais peut-être qu'on en parlera en fin de sujet. Donc c'était ça. Et en quoi ça changeait selon toi l'arrivée d'Internet sur les jeux en ligne? Alors je parle pas. On a bien vu qu'il y avait un aspect local sur les jeux comme ça. Quand Internet est arrivé, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as vu changer une nouvelle population, des nouvelles tranches d'âge? C'était quoi? Qu'est-ce que tu peux... Alors moi, principalement, l'arrivée d'Internet m'a permis de connaître des gens que je n'aurais certainement pas connus. Et notamment avec la communauté World of Warcraft, parce que j'y ai joué quand même de nombreuses années. J'ai rencontré des gens après dans la vraie vie, qui sont devenus des amis. D'accord, et donc c'était le chemin inverse, c'est-à-dire que d'habitude, c'est des gens que tu connais, tu joues aux jeux vidéo, et après tu as les jeux vidéo, c'est des gens que tu connais. Exactement. D'accord. Est-ce que dans le profil des joueurs maintenant, toi qui joues beaucoup en ligne, est-ce que c'est quoi l'évolution des profils des joueurs? Alors je dirais que le jeu vidéo, il souffre du même problème que les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens, ils ont trop d'avis sur tout, ils ont trop l'insulte facile. Et alors je vais prendre juste un exemple très concret. On a joué à Warzone hier soir avec Cédric, bisous Cédric. On lance la partie, on est à 4, donc avec 2 personnes qu'on connaît pas. C'est des Néerlandais. On commence à parler, ils savent qu'on est français, ils reconnaissent la langue et ils commencent à nous insulter. On est dans la même équipe. Hein. Ils nous insultent de tous les noms en traitant de sale français, nanana. Donc et ça arrive très 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 souvent malheureusement. Donc c'est quoi? C'est des choses qui sont par rapport à l'époque actuelle, peut-être sur. Enfin, je rejoins ce que tu dis parce que on sait jamais sur qui on tombe. Les gens sont planqués derrière leurs écrans et au final, il y a rien qui est engageant. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une partie, sortir d'une partie, insulter ses propres coéquipiers et voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et toi, tu as fait partie de la grande vague des World of Warcraft. Tu t'en parlais un petit peu. C'était quoi le profil des joueurs à cette époque? C'était vers quelle année ça? C'était vers le. Alors, il est sorti en 2004. Ouais. Donc moi j'y ai joué à sa sortie et j'y ai joué jusqu'en 2010. J'ai arrêté après parce que c'est trop chronophage. Vraiment trop chronophage. En plus il y a des nouvelles extensions qui arrivent tous les 2-3 ans, donc j'ai arrêté. Après le profil des gens, c'était la plupart du temps des gens de mon âge, un peu plus jeunes, pas beaucoup de vieux, très très peu. Quand on rencontrait un mec de 40 ans ou 50 ans, c'était extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, c'était très rare. Donc, on se demandait même, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, à ton âge? Alors que maintenant, c'est devenu totalement commun. C'est-à-dire que moi, j'ai 45 ans et ça choque personne que je joue à des jeux vidéo avec des jeunes de 18, 17, voire même plus jeunes encore. Donc, c'est en ça aussi que ça a changé, je pense. Et c'est vrai que des fois on joue ensemble, Yann, et moi des fois je joue tout seul de mon côté aussi. Et je suis toujours, on est toujours surpris qu'on ait une petite voix qui vient comme ça. On a envie de lui dire mais je joue pas à ça. Quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ou il n'y a pas école demain. Oui, il n'y a pas école demain. C'est souvent ce que je dis moi. Souvent hein, quand il est minuit et que tu entends un gamin de 8 ans te dire ok. Et que c'est vrai que les jeux en ligne, c'est un peu comme Internet, ces enfants-là, si c'est pas bloqué quelque part, ils peuvent se retrouver à jouer avec le monde entier, Exactement. Et généralement, les jeux ils sont associés aussi à des messageries, donc avec tout ce que ça peut faire. Et pour finir, moi, c'est marrant parce qu'une fois j'ai joué avec un tout petit, enfin il devait avoir 7 ans, et on joue, puis on fait plusieurs parties, et au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire, c'est comment ton prénom, quoi? Alors, il s'appelait Raphaël, je me souviens. Et après, je dis, mais t'habites où? Et là, il commence à dire, ah non, mais tu poses des questions privées, quoi. Juste, tu vois, où est-ce que t'habites en France, tu vois? Et là, tu sentais le gamin, tu vois, un peu dans le style, attention, il y a des prédateurs sur les réseaux sociaux, et faut rien que je balance. Et là, c'est tout, j'habite. Si tu peux dire t'habites à Paris, je veux dire c'est n'importe quel, t'habites à Rennes ou je sais pas quoi, et des grandes villes 100 000 habitants. Et c'est peut-être pas plus mal que le gamin réagisse comme ça parce que ça veut peut-être dire qu'il en a discuté avec ses parents. Et moi je préfère quelqu'un qui me répond ça plutôt que quelqu'un qui va me raconter sa vie à 7 ans. Hein. Ouais. Mais en tout cas on voit bien qu'il y avait un peu de prévention de ce côté-là. Merci pour ton témoignage, Yann. C'est l'heure maintenant de passer. On a un petit Camoulox spécial geek, donc. T'es prêt, Anthony? Oui. À fond. Email le micro, c'est parti. Cacamoulax.
Bonsoir, bienvenue dans l'émission Camoulox spécial geek sur Radio Ems avec ce soir deux nouveaux invités. Herbert, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Herbert, j'habite Montreuil, j'ai 56 ans et je suis rage-quitteur. Et en quoi consiste cette profession ? C'est très simple, hein, je joue à FIFA et je quitte le match en insultant quand je perds. Marié, des enfants ? Non, je porte des jeans blancs. Ah, une passion dans la vie ? J'adore réparer des trucs, donc je suis fan de Patricia Cass. Ah, très bien. Pour les autres, coupez votre micro si vous voulez rigoler. Très bien. Bienvenue Herbert. Sylvain, bonjour. Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 43 ans, j'habite le Pré-Saint-Germain et je suis... pardon, j'ai déménagé entre-temps, excusez-moi, Pré-Saint-Gervais, et je suis sérigraphiste. Sérigraphiste, vous voulez dire ? Non, je regarde des séries en retirant des agrafes. Ah, une passion, un hobby ? Non, j'aime pas le Seigneur des Anneaux. Sinon, j'aime pêcher des truies. Des truites, vous voulez dire ? Non, des truies, mais ça mord pas trop car c'est lourd. Ah, on va tout de suite commencer à jouer sauce samouraï ou musée belge ? J'ai plus de piles en stock. La grand-mère en short de bain. Sylvain, vous avez la main. Oui, c'est Sylvain, vous avez la main. Hideo Kojima ou Mark Landers ? J'épouse Dark Vador et j'étends la lessive. C'est possible, car Yoda mange un balrog. 3 points de plus dans votre Slooby. Herbert, Star Academy ou Chuck Norris ? J'épluche un écureuil et je finis God of War. Pas possible, vous avez Sonic qui mange un pneu. Sylvain, vous avez la main. Mascarpone ou Solid Snake ? Je rote M. Pokora et j'imite Jean-Luc Mélenchon. Bien joué, vous avez le droit à la carte mystère. Carte mystère ? I like to move it, move it. I like to move it, Mélenchon. Ah, bien. Like to move it, bien vu Sylvain. Il faut se ressaisir Herbert. 2 points en moins dans la piscine de Croix-de-Chave. Une autre chance pour vous. Crash Bandicoot ou Gypsy King ? Je chope le typhus et je perds à Mario Kart. Grave erreur, c'est une fatality pour vous, 10 secondes d'Hadoken. Hadouken, C'est super long. Ouais, c'est super long, mais c'était 10 secondes. Sylvain, un pareil à crêpes ou boîte de nuggets ? Je reblanche Crotte François et je... Camoulox. Bien joué Herbert, c'était sur le fil. Un dernier mot pour conclure ? Un dernier mot ? Slip ? Rhododendron. Ah, à bientôt pour une nouvelle partie de Camoulox. Générique. Cacamoulax. Voilà un grand moment de radio. Merci pour les gens qui ont joué le jeu. On s'est bien marré à l'écrire. On a interverti, je crois que j'ai changé de personnage, non ? Non, c'était bon. C'était j'avais bien. l'impression. Alors, j'ai suivi le prompteur, c'était bon. Oui, suivi le prompteur. Alors, si on a l'impression qu'on n'a pas répété, c'est vrai, on n'a absolument pas répété. Quel talent. C'est ça le talent. Bon, écoutez, c'est l'heure. C'est l'heure du. Oui, c'est l'heure. Ah non, les bandes annonces ciné. Oh, j'allais oublier. Je respecte rien ce soir. Eh oui, Franck. Heureusement, j'ai déroulé qu'elle a. Bah oui, quand même. Allez, un petit peu de pub pour les prochaines sorties ciné. C'est parti. Nous vous avions dit quelles étaient les règles. Oh, les règles! Oui, tu te rappelles la première ? Surtout, ne pas les mouiller. Mais vous n'avez rien écouté. 2. Ne pas les exposer à la lumière brillante, en particulier celle du soleil. Nous avions été très clairs. Et la troisième, c'est qu'il ne faut pas... 3. Mais vous avez tout embrouillé. Bon, on va tout reprendre à zéro, d'accord ? Nous vous avions prévenu. Vous n'auriez pas un petit animal dans ce tiroir? Est-ce que ce ne serait pas un... Oh, Gizmo, pardon. Un gremlin? Ça va? Tu as très mal à ta main? Résultat, ils sont revenus. Plus sauvages. Eh bien, c'est la panique ici. Nous conseillons à nos clients d'investir tout ce qu'ils ont dans les boîtes de conserve et les fusils. Rambo! Plus durs et plus effrayants. S'ils sortent du building, alors c'en est fini New York. Nous avons eu seulement quelques problèmes. On dit que c'est la ville qui ne dort jamais. Maintenant, il y a une bonne raison. Gremlins 2, la nouvelle génération qui va faire une entrée fracassante. Vous allez venir voir, j'espère. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous
dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace! Il s'en est bon! Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur! Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sensé dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur. Un grand film. Luke Skywalker n'était qu'un simple fermier lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Comme elle est belle. La guerre des étoiles, avec Mark Hamill. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Harrison Ford. Il manque de conversation, ce type-là. Luke, on va avoir la visite. On n'a pas dû tourner où il fallait. Carrie Fisher. Bonne chance. Alec Guinness. Tu ne peux pas gagner. Si tu me terrasses, je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. 20th Century Fox présente le film le plus extraordinaire de tous les temps, La guerre des étoiles. Attention, la fête va commencer. Jamais aucune légende n'avait été aussi palpitante que cette épopée du futur. Les voilà, ils arrivent. Que la force soit avec vous dans La guerre des étoiles. Voici le cauchemar des criminels, un flic qui aime le danger. Ni coup de feu, ni jujitsu, tu le fais juste descendre. Mais alors quoi, tu veux sauter ou pas? Bon, on va sauter ensemble, mon vieux. Allez, viens, mais ça m'intéresse, j'ai jamais fait. Hey. Il allait prendre sa retraite. Maintenant, il la regrette du fond du cœur. Un flingue! Roger, tu travailleras avec lui. Avec lui? Oh, j'ai passé l'âge de ces plaisanteries. Que ces deux-là arrivent seulement à se supporter. Qu'est-ce que tu portes comme arme? Un Smith & Wesson. Ça, c'est la marque préférée des papis. Et ça va dégager chez les criminels. Je ne veux pas de mort. Il n'y aura pas de mort. J'ai passé l'âge, je vous dis. Est-ce que t'es aussi doué que tu le prétends? On ne peut rien contre moi. En fait, dans notre arsenal, tu es notre arme fatale. Ça t'est arrivé de rencontrer des gens que tu n'es pas tués? Ben, je t'ai pas encore tué, toi. Un grand film, L'Arme Fatale. Alors, pour ceux qui avaient reconnu, moi, mon préféré, je pourrais vous donner la parole pour quel est votre préféré, mais la bande-annonce Star Wars de 1977 où il t'explique tout, de A à Z, c'est avec la voix off. Et puis, Retour vers le futur, là, il y a tout, t'as plus besoin de voir le film. Hein. Les bandes-annonces avec la voix off, comme ça. C'est quel ton préféré, Adeline? Mon préféré comme Franck, le Retour vers le futur. Oh bah oui, on a eu tout le film en 3 minutes quoi. Enfin, c'était. Et toi, Jennifer, ton préféré? Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Gremlins. Ah, c'est des bons souvenirs, excellents films. Ce serait bien qu'il y ait un reboot de Gremlins au lieu de faire 25 000 reboots de trucs. Anthony? Oui, c'est vrai. Non, moi Star Wars parce que c'est Star Wars quoi. Donc à un moment. Voilà. Mais juste pour rebondir, parce que entre les bandes annonces là de films et de tout l'heure qu'on a eu de jeux vidéo, je trouve que à l'époque, moi j'ai pas connu à cette époque de toutes ces publicités là, mais je trouve que la façon de vendre le produit était vachement plus quali qu'aujourd'hui quoi, parce qu'aujourd'hui avec tous les supports qu'on a et notamment Internet, on balance des extraits de jeux, on balance des extraits de films comme ça, et je trouve que là c'est vachement plus préparé et travaillé là. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, j'ai pas connu cette époque-là, du coup je trouve que la présentation donne vachement envie en fait d'aller voir les produits. Yann, tu dis? Oui, mais c'était le but en plus, parce que comme il n'y avait pas tous les moyens qu'il y avait à l'époque, il fallait attirer le mec au cinéma, donc
Effectivement, en plus c'était un peu toujours la même voix. Alors c'est ça qui était drôle, c'est que le mec qui faisait les voix des bandes annonces, c'était un peu toujours le même. Oui. Tu vois, il est vénère, il est nanana. Ouais, il a un peu tout. Et toi Bennett, ton préféré? Moi, c'était Star Wars, mais à cause de, tu sais, quand il dit, Luke Skywalker reçoit un message qui lui est adressé, et là, t'as Leia qui fait au secours Obi-Wan Kenobi. Ah oui, c'est vrai. C'est Obi-Wan Kenobi le message, je sais pas. Ouais, mais il a intercepté le message d'Obi-Wan Kenobi. Oui, ben oui. Bon, bah en tout cas, c'était sympa de se replonger là. Des fois, on aimerait bien revenir 35 ans en arrière et de se dire, waouh, on va un overboard comme dans le film que vous savez. Eh ben, il est l'heure de prendre le chemin de l'aventure. Anthony, tu es ready? Oh, je suis ready, et vous? Tu es ready? Alors. Ça va être mal interprété, ça, par contre. Ah. On interprète très mal, on est très premier degré. Donc, c'est bon. Franck, en attendant que Anthony prenne une dernière gorgée de potion magique, c'est bon, on peut lancer le jeu. C'est celle-là, voilà. Oyez, oyez, marins, marchands, petites gens, je me présente. Je suis le bouffon vert, éminent représentant de la société gobeline Takeshi's Castle, célèbre guilde offrant aux aventuriers les plus intrépides moult quêtes, donjons et surtout trésors à la clé. Nous recherchons pour aujourd'hui 2 groupes de pro-chevaliers prêts à en découdre avec leur destin. Qui est intéressé? L'êtes-vous? Oh oui, oui. Oui, vous là-bas. Et vous? Oui, approchez. Je vois des femmes, des hommes. Oh, lui, il est pas un peu petit, peut-être un nain. Parfait pour monter 2 équipes de bras cassés. Je veux dire, de pro-chevaliers. Bien, mon esclave ici présent va tirer au sort pour vous une quête. Va-t-elle être d'aller pourfendre un dragon? D'arrêter un magicien fou? De lutter contre une armée d'orques menaçant le royaume? Alors... Ah, apparemment, votre quête va être d'aller libérer une certaine princesse, tout de rose vêtue, habituée des kidnappings, mais le moustachu qui la sauve d'habitude est parti en week-end avec son frère. Ce sera donc à l'un de vos 2 groupes d'aller la sauver aux mains de la femme Chuck Norris. Celui-là même qui réussit à maîtriser tous les arts martiaux au point d'être considéré comme invincible sur une zone mystique que l'on appelle le web. Alors, va falloir monter peut-être 2 équipes. Va falloir dire qui est avec qui. Eh ben, petit aparté, n'est-ce pas? Ouais, t'as raison. Moi, je vais faire, parce qu'on va faire par ligne. Hein, Adeline Bennett, Jennifer Yann. Ah, oui, parti. Ok. Moi, j'ai la ligne du haut sur mon écran contre la ligne du bas. La ligne du haut, c'est Bennett et Jen, on est d'accord? Non, Bennett et Adeline, moi. Mais on va nous, c'est pas rangé pareil, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Eh ben, oui, c'est moi, c'est mon émission, je dis Bennett et Adeline. Ouais, c'est toi le chef, c'est vrai. Ah. Ok. Bon, bah, Jérôme, au pire, tu me recadreras si je me trompe de Oui, groupe. Tout à fait. Bon, d'accord. Chaque groupe a des dés? Oui. Non. Ah, t'en as, Yann? Ok. Ouais, j'ai des dés virtuels. Bennett, oui, c'est vrai. Ouais. Et ben voilà, c'est parfait. Alors, donc, chacun des 2 groupes, pour montrer votre valeur et pouvoir accéder au château où est retenue la princesse Peach, vous devrez choisir l'un des 2 chemins préparés par nos soins, montrant votre bravoure et votre finesse d'esprit. L'équipe gagnante pourra alors affronter le terrible Chuck Norris. Allez-vous parcourir la forêt, lieu enchanteur, bercé par la nature et les animaux, mais avec un voile de mysticisme, ou allez-vous arpenter le marais, si sombre et si lugubre, bref, un marais quoi. En plus, là-bas, ça pue. Alors, pour définir le choix du chemin, il faut choisir un chiffre entre 1 et 1 million. Alors, les 2 équipes, vous devez vous mettre d'accord. Quel est pour vous le chiffre gagnant? 12 000. Ah. Mais c'est qui les équipes? Je veux bien qu'on me rappelle avec qui je suis. C'est avec bravo, il y en a qui dormaient. Non, pas du tout, mais tout à l'heure, avec Bennett, on m'a parlé trop vite. Ok, je m'en doutais, mais j'étais pas sûr, donc faut qu'on se concerte alors. Voilà, alors faut donner un chiffre. 12 000. Oh bah non. Quel est pour vous le chiffre gagnant entre 1 et 1 million?
42. Off. Ouais, 42. Bon, on a déjà une équipe de MVP alors. Hein. Bon, oui, écoute, mais... Le chiffre gagnant était MVP, était forcément le 42, bien sûr. Et oui, parce que c'est la réponse universelle à toutes les questions de l'univers, voyons. Bon, on a déjà une équipe d'intellectuels et puis peut-être l'autre un peu plus... On verra. Ah ouais, d'accord. Je savais pas qu'il fallait se mettre au niveau. Hein. Bon. Non, mais c'est pas grave. Alors écoutez, l'équipe Bennett Adeline, vous avez le choix du coup de choisir votre chemin. Préférez-vous la forêt, on leur laisse le marais qui pue. Bennett, quand tu rigoles, il faut que tu t'écartes du micro, sinon ça va être compliqué. Je suis désolé. Ok, on va en forêt. Donc la forêt pour vous? Ah bah ouais. Ok. Les animaux, le mysticisme et tout, ou alors, tu sais, la mélancolie, Artax qui est en train de mourir au fond là-bas. Eh ben c'est parti. C'est parti. Eh bien écoutez, lancez-vous, vous êtes parés pour partir dans la forêt. J'ai les dés. Alors que vous arrivez à l'orée de la forêt, vous vous sentez fort, prêt à en découdre avec ce que cette marée d'arbres a à vous offrir. Sans vous en rendre compte, vous entrez par le seul chemin disponible et, en levant votre tête, ce n'est plus un ciel bleu, mais une toile verte du feuillage des arbres. Arrivé au premier bosquet, la lumière se fait plus vive, vous laissant apprécier un soleil d'été et le doux son des animaux et insectes peuplant la nature. Au loin, vous remarquez une cabane, faite de bois. Une cheminée se dessine et laisse dégager une légère fumée. Que faites-vous ? On se concerte avec Adeline, mais peut-être qu'il faudrait aller voir, jeter un œil de façon opiniâtre, mais sécure la cabane. J'ai pas compris. Tu veux aller dans la cabane ? Non, mais jeter un œil déjà. Tu sais, avant d'ouvrir une porte et tout ça, faire le tour, voir un petit peu s'il y a du monde autour, comment ça se présente, tu vois. Tu sais, là, la cabane, elle est loin. Si on se rapproche un petit peu, peut-être que ça peut être pertinent. Ouais. Oui, moi j'irais frapper en fait, directement à la porte. Non, d'abord observer. On sait jamais, tu sais, c'est une forêt, peut-être qu'il y a des plantes carnivores, la sorcière qui a bouffé Hansel et Gretel, tu vois, on sait pas quoi. Oui, c'est vrai, on n'a pas envie de finir en pain d'épices. Eh bien, écoutez, donc vous avancez doucement mais sûrement dans ce bosquet et au final il n'y a rien qui vous choque hormis cette maison. Vraiment il n'y a pas l'air d'avoir un danger. Elle est normale la maison, elle est pas en pain d'épices ou elle est en bois. En bois d'arbre ou En bois de bois. D'accord. Et la fumée ça sent quoi ? En bois d'épices. C'est quoi qui cuit ? Donc en fait comme je suis de nature survivaliste et galant, je propose à Adeline d'entrer la première dans la cabane. Carrément. C'est pas la galanterie qui m'étouffe, hein. Donc on frappe à la porte, mais personne n'ouvre. Donc on met. Attends, c'est Anthony qui doit nous dire si ça. Ah ouais, bah moi j'avais envie de raconter la suite de l'histoire. Bah non, c'est pas. Non, il y a un MJ là. Vas-y. Anthony, on t'entend pas ? Ah, on a perdu Anthony ? Non, il a muté. Allô ? Ah oui, c'est bon. Dans Call of Duty, c'est pareil. C'est Vas-y, Anthony. C'est le micro. C'est pas grave. Eh bien, vous arrivez devant la porte et Adeline prend son courage à deux mains pour toquer. Vous entendez à quelqu'un arriver et à l'ouverture de cette dernière, Merlin apparaît. Bonjour, je suis Merlin, c'est l'un célèbre enchanteur de Camelot, grand vainqueur de la belette de Winchester, concepteur de la potion de guérison des ongles incarnés, auteur du parchemin, le druidisme expliqué aux personnes âgées. Excusez-moi, et druide de cette forêt, j'ai une énigme pour vous. Pour avancer plus loin, il faudra y répondre correctement. Quelle est la lettre la plus tranchante ? À vous de répondre, Adeline et Bennett. Je dirais le Z. Ah bah moi je dirais le H. La hache, une hache, c'est tranchant quand même une hache. Ouais, bah je valide Adeline alors. Ah, tu valides. Belle déduction, cher aventurier. Mon énigme était pourtant difficile. Oh mince, mais ce n'est pas mon énigme. Ça, mais ma blague de la fan de Fort Boyard. Mais oui, bah je suis un peu. Je fais aussi parfois aussi. Mais ma blague pour le prochain rassemblement de corbeaux aux flûtes. Bon bah ce n'est pas grave. Allez-y et bonne route. GG Adeline. Ah bravo, ah oui, bah c'est l'équipe d'intellectuels. Hein. On remerciera la team adverse qui validait la réponse, Jen. Mais c'est bien, c'est sport, il faut être sport dans la vie.
Vraiment. Et bien justement, comme on parle de l'autre équipe, passons au marais. Passons à Jen et Yann. À peine le premier pas posé dans le marais que l'obscurité se fait maîtresse du ciel et que l'air devient nauséabond, presque toxique. Que vous les enviez, ceux du côté de la forêt. Des yeux rouges dans un buisson, un croissement venu des enfers. Vous êtes bel et bien dans un endroit lugubre et pas du tout adapté aux personnes beaucoup trop maniaques. Attends, c'est quoi le bruit derrière? Excuse-moi. Non, on entend des bruits bizarres dans le marais. Ouais, c'est toi, Franck, qui fait des bruits bizarres dans le marais? C'est toi? Ah, il y a des bruits de marais. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, Anthony. Faut avancer. C'est les grenouilles. C'est les grenouilles. Ah, c'est le croissement, tout à fait. Alors que vous arpentez le seul chemin qui vous semble praticable, vous commencez à vous sentir bizarre, comme s'il y avait une présence qui vous scrutait, mais celle-ci étant invisible. Vous vous apercevez alors, sur les bords du chemin, les premiers plans d'eau. Semblant apaisés, vous voyez une légère ondulation marquer l'eau. Puis, comme de petites bulles remontant à la surface. À peine quelques secondes pour réagir et comprendre, une hydre à 6 têtes sort de toute sa monstruosité. Combat! Et oui, le marais, ce n'est pas la forêt. Le marais, c'est pour les durs, les courageux, les suicidaires. Alors, très chère équipe Jen Yanoux, vous allez affronter l'hydre à 6 têtes. Ma belle-mère. C'est l'hydre du bassin de Noire-Souche. On salue ta belle-mère. Merci. Voilà. Et puis pour les amateurs de From Software, du coup, ils seront contents, ils seront servis avec ça. Alors du coup, le combat va s'ensuivre. Du coup, j'explique un peu pour ceux peut-être qui connaissent pas. L'hydre à 6 têtes a 6 points de vie, 1 point par tête. D'accord. Vous allez devoir effectuer des lancers de dés, sachant que vous avez une force de 7 sur 12 et une défense de 6. Pour réussir votre jet d'attaque, il faudra faire 7 ou moins avec les dés. Et pour que l'hydre à 6 têtes perde un point de vie, il faudra qu'elle réussisse son jet de dés, enfin qu'elle rate son jet de dés qui est de 5 ou de moins. Vous avez compris? Non, mais vas-y. Bah, c'est pas grave, tu jettes les dés et puis après Anthony dit si c'est bon ou pas. Et ben, Yanoux, il peut y aller, il peut sortir son épée, brandir son pieu, brandir peut-être, je sais pas, sa soupière pour frapper sa belle-mère, je sais pas. Il a sorti sa gourde. Voilà. Ok, faut que je lance un dé? Exactement, lance ton dé de 12 du coup. Mon dé de 12? Ou deux dés de 6. Attends, je vais lancer mon dé de 12. Voilà, lancé. Et je fais 5. 5. Et moi je fais 11. Donc l'hydre perd 1 point de vie. Bien joué. Bien joué. Je pensais le contraire. C'est très très bon ça. Mais attention, l'hydre peut répliquer. Et donc l'hydre fait l'hydre fait un échec critique. D'accord. J'ai fait double 6, je vous montre vraiment. Elle se mord la queue et s'étouffe. Ah, oui, tu peux imaginer le combat, c'est très très bien. Et l'hydre du coup perd un autre point de vie. Du coup. Plus que 4. Là, en fait, vous imaginez sa tête en fait fonçant sur Yann pour essayer en fait de se défendre et en fait s'écraser au sol et en fait elle se prend un tronc d'arbre et puis elle perd une autre tête quoi. Nous vous avions dit. Oh, attention. Vas-y. Voix inexplicable. Il faut refaire un lancer de dés pour vous du coup. C'est parti. Allez. 9. Ah, 9, tu rates. Bien joué. Non, c'est au-dessus, je crois. Ah non, c'est moins de 7, il faut faire. Ouais. Eh oui, il faut faire moins de 7. Dommage. Alors tout est sur la bonne foi des joueurs, bien sûr. On est... Voilà. C'est vrai qu'ils nous montrent pas. non mais on vous croit. Bon, moi j'ai fait 7, j'ai raté. C'est pas possible. À vous. Vas-y. Jean-Michel, à vous? Oui, Jean-Michel, à vous. C'est à nous. Alors, attention, 4. Ah, bien 4. ça. Ça c'est très beau. Je fais encore un échec critique, c'est pas possible. Donc Anthony, on l'a décimé. Il est pro hydre, Anthony. Ouais. Il y a un de ces suspens. Ah oui, Bennett, tu peux décrire l'hydre si tu veux pendant le combat. Elle est grosse, elle a tout un tas de tête avec des dents très pointues, avec de la bave au bout. Ah, c'est magnifique. Merci Bennett. Vous pouvez relancer un dé, l'équipe. Ouais. Alors, je lance. En attendant. Je refais 4. Bien. Ouais. C'est bon ça. Ah, mais on a un chanceux là. Et moi je fais. C'est juste qu'on est meilleur qu'eux. C'est un moi je fais 10, alors vous êtes meilleur que moi en tout cas.
Oh, c'est pas possible. Alors je vous attaque. Moi je veux tuer le chanceux là. Ah, j'ai fait 4. Attention, il va falloir faire un jet de défense s'il vous plaît. Vous avez 6. Ah, j'embrasse Olivier Mine et je mets mon caleçon. Ah oui. Camoulox. Vas-y, faut que tu relances Yann, non? C'est ça? Alors oui, je relance, attention. Oh, 1. Ah oui. Ah oui, moi je peux pas faire ça avec mes dés le 1. Ah bah c'est parfait. Ah oui. Écoute, tu contre l'hydre de ton épée. Un magnifique geste, tu la renvoies en fait, tu dis non belle-mère, comme ça, paf, comme ça, non. Et tu lui coupes la dernière tête. L'hydre est morte. Oh là. L'hydre est vaincue, ses têtes sont éparpillées et elle gît là, entre terre ferme et bassin marécageux. Vous pouvez repartir. Nous retournons dans la forêt, mes amis. Alors, attention, l'équipe de tête. Un peu déboussolé après cette énigme posée par Merlin, vous continuez à avancer au plus profond de la forêt. Alors que vous quittez le bosquet, le soleil se fait de moins en moins présent, car les arbres, au feuillage de plus en plus dense, empêchent ce dernier de briller. Vous arrivez à une souche d'arbres qui semble assez ancienne. Le chemin jusqu'à maintenant linéaire se coupe en deux. L'un part vers l'est, l'autre vers l'ouest. Que faites-vous? Moi, je dirais l'ouest. Je dirais l'ouest aussi, parce que c'est le meilleur moyen de suivre la course du soleil. Parce que tu vois, si à un moment donné, si on va à l'ouest, on sera toujours guidé par le soleil. Alors que si on va à l'est, on pas à l'ouest, rien de nouveau. C'est vrai. Ouais, et puis si tu vas par là, il faut choisir un truc de toute façon. Donc, est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez faire un jet de perception peut-être pour avoir plus d'informations? Oui, voilà, on va faire un jet de perception. Alors, Perception. Alors, donc, je prends mes dés. Voilà. Et donc, je fais 7. 6 et 1. C'est très bien. Alors, c'est réussi. Alors, au niveau du chemin de l'ouest, vous ne remarquez rien. Du côté du chemin de l'est, vous apercevez une légère fumée qui s'évade des arbres. Qu'est-ce que vous faites? Étant donné qu'on est sur un chemin paisible, qu'il y a des oiseaux et tout ça, ça serait peut-être bien qu'avec Adeline, on aille papillonner du côté de l'ouest, histoire qu'on laisse la perturbation et la mauvaise attitude de l'autre côté. Je suis bien d'accord. Voilà, comment dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc vous dirigez vers l'ouest. L'ouest. L'ouest, très bien. Alors, vous vous dirigez sur ce qui semble être le bon chemin. La sortie est proche. Alors que vous marchez, vous voyez une ombre, parfois tapie dans un buisson, puis dans un arbre. Un bandit? Sont-ils plusieurs? D'une agilité sans pareille, un elfe blond jaillit d'un fourré. C'est Legolas, célèbre elfe sylvestre de la forêt noire. Que font une femme et un homme en plein milieu de la forêt? Salut à toi, sale connasse. Legolas, je voulais te dire que je suis fan de tes films et tout, et puis en fin de compte, on se baladait avec Adeline et tout, puis on s'était dit tiens, si on allait dans la forêt des Sylvains, voir si Sylvain Lego est là, quoi. Adeline, tu veux dire quelque chose à Legolas? Non. Non, mais Bennett parle pour moi, donc c'est parfait. Moi, j'observe la forêt, j'admire, voilà. Non, puis entre nous, c'est tout à fait crédible comme explication. Tout à fait. Mais tout à fait. Mais Legolas est fier que tu l'aies flatté sur ses nombreux films. Il est très content. Il a la grosse tête, quoi. C'est un elfe, n'est-ce pas? Mais vous avez réussi à trouver le bon chemin. L'appel de la forêt est donc dans votre cœur et votre esprit. Faites bien attention à vous. Pour vous aider, voici un arc elfique, rapide, précis, qu'il vous soit utile dans vos aventures. Donc il vous charge d'un arc, de quelques flèches, et vous pouvez repartir. T'es arc plus 12 avec flèche incendiaire, perce... voilà, c'est ça couleur violette ultra rare, voilà. de fou. Merci les gogos, comment t'es trop un poteau et tout, on va se dire ciao, hein. XOXO Bennett. Bon, alors vous continuez votre périple. Retournons dans le marais. Équipe Jen Yanoux. Exténué suite à votre combat, vous décidez après une marche forcée et loin du cadavre de l'hydre qu'une pause s'impose. Surtout que vous semblez paumé
et donc lever un petit camp pour pouvoir vous reposer et dormir seulement quelques heures. Malgré l'ambiance, le feu de camp vous réconforte et vous vous laissez tomber dans les bras de Morphée. Après un temps de sieste incertain, de petits bruits vous réveillent. Une créature fouille dans vos sacs et en vous voyant s'écrie. Eh oh, Missa nommé Jar Jar Binks. Missa fait partie faire tremper dedans. Vraiment dégueu. Missa vouloir manger nourriture de Tissa. Est-ce que vous voulez dire quelque chose C'est hyper bien fait. C'est vrai, hyper bien fait. Merci. Incroyable. On pourrait lui partager, on pourrait lui donner un peu de ou lui mettre une balle dans la tête. Mais t'es pas dans notre équipe, toi. Oups, désolé. C'est 2 salles de ambiance, hein, les 2 équipes. Ouais, t'as vu, nous on est cool et tout, on lui propose un Danao pour faire une pause, un truc. Danao, un Mont Blanc. Ah oui. En tout cas, pendant que vous lui donnez une petite pitance, la drôle de créature qu'est ce Gungan est accompagnée d'une autre. Celle-ci est plus petite, toute verte et a l'air âgée. C'est Maître Yoda, célèbre maître Jedi et membre du Haut Conseil de ce dernier. Il vous regarde et vous parle d'un air calme. La taille importe peu. Un grand esprit dans une petite créature plus puissante. Et qu'un petit esprit dans une grande créature. Répondre à l'énigme, vous devrez. Si de l'aide vous voulez. J'ai des villes, mais pas de maisons. J'ai des montagnes, mais pas d'arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Que suis-je ? J'ai pas entendu le début parce qu'en fait j'étais tellement focalisé sur ta super imitation. Alors je vais traduire. Ah, je sais. Là aussi j'ai pas répété. J'ai des villes, mais pas de maisons. J'ai des montagnes, mais pas d'arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Qui suis-je ? Oh, ça poucave. Wow. Ah non, non, c'est pas la réponse. Ouais, bien joué. T'as dit quoi, Yann, pardon ? Ah, je n'ai rien dit. Ah, d'accord, j'ai cru avoir entendu. Je n'ai pas de ville, mais j'ai des maisons. Je n'ai pas de montagnes. J'ai des villes, mais pas de maisons. J'ai des montagnes, mais pas d'arbres. J'ai de l'eau, mais pas de poissons. Que suis-je ? Moi, je trouve ça balèze, hein, maître du jeu. Un petit peu. C'est pas l'énigme de Merlin, quoi. Hein. Non. Ah oui, c'est sûr. Ils ont eu Perfora tout à l'heure. Je sais pas. Et les autres, il y a peut-être moyen de leur donner un indice, peut-être. Ouais, un petit jet de. C'était quoi tu peux appeler un ami Fais appel à la force. Un jet de perception. Ouais, un jet de perception. D'intelligence. Ils ont besoin de percevoir un peu là. Allez, faites-moi un jet alors de perception. Yann, t'as dit un jet d'intelligence. Un jet de perception. Allez. Alors, il est où mon dé ? Je l'ai perdu. Allez, 2. Oh, c'est bien, c'est très bien ça. Alors l'indice sera, alors j'avais pas prévu d'indice, mais l'indice sera Dora l'exploratrice. C'est bien, Jérôme ? Oui, c'est pas mal ça. Sac à dos. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos ? Il y a une carte. Et ben voilà. Et ouais, tu as trouvé, c'était la carte. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah, bien joué. Bien joué, très très bien joué. Bonne réponse. Super vous avez par là. Tu vois, j'avais pas vu le lien. Votre aventure va continuer. Que la France soit avec vous. Je fais bien. Merci. Que la France soit avec vous. Que la France, oui, que la France. La France ou d'autres pays, si tu veux. Elle est bien l'énigme. Je vais la refaire à ma boulangère demain. Bah écoute. Faudra un retour sur la boulangère du coup. Ouais. Ça va être un pain dans la gueule le retour. Ah ouais, t'es joli. Retournons du côté de la forêt. Plus vous progressez, plus la flore se fait de moins en moins dense et sur le chemin, vous tombez sur un panneau. Fin de l'épreuve imminente. Félicitations. Néanmoins, après quelques centaines de mètres, le passage amenant au village en bordure du château est bloqué par un arbre. Mais pas n'importe lequel. L'arbre Mojo. Un arbre large et immense, marqué d'un visage d'un vieux sage. Il est l'esprit même de la forêt. À votre approche, l'arbre vous parle. Chers aventuriers, vous avez triomphé de la forêt. C'est l'arbre Mojo couplé à Perfouras, hein, attention. Oui. On est dans Pocahontas en fait. Exactement. C'est un arbre avec une barbe. Exactement. Dont je suis le gardien. Félicitations. Néanmoins, pour terminer, vous devez passer une ultime épreuve en combattant un mal qui me ronge. Sans lui laisser le temps de terminer, vous apercevez une araignée
d'une taille impressionnante surgir de derrière l'arbre. C'est Aragog, ancienne pensionnaire de la forêt interdite du château de Poudlard. Ses longues pattes, ses crochets et ses yeux sont tout autant des images d'horreur, mais qui ne doivent pas vous déstabiliser. Eh bien, vous entrez en combat, très cher Bennett. On a un arc, on a des flèches. Ouais. Oh là 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 là. Normalement, ça se fait avec un lance-pierre pour débarrasser le parasite de l'arbre Mojo, mais avec des flèches, ça va se faire aussi. Ça va se faire très bien. C'est l'arc de lumière, tu sais, c'est genre... voilà. De ouf. Sinon, vous pouvez retourner voir Legolas si vous le rachetez, l'arc si vous voulez. Bah non, on va s'en servir pour finir l'épreuve gentiment. Vilaine araignée. Exactement. Alors, Aragog a un peu plus de défense, mais un peu moins de points de vie. Je vous laisse attaquer en premier, si vous voulez bien. Check. 6, 2 et 4. 6. Non, mais c'est très bien. Donc, je vais faire un G. Et j'ai fait 9, comme d'hab. Mes G sont pourris. J'adore. Ok. L'araignée va vous attaquer, du coup. Bennett, tu arrives à, en fait, avec ta flèche à faire un super coup et à lui décrocher 2 pattes. Ça, c'est avec une flèche, c'est vraiment magnifique. Un vrai Robin des Bois. Non, je rate mon attaque. À vous. Je lance les dés. 3. Ok. 3, hop. Elle perd un point de vie. C'est à vous. Encore, allez-y, allez déboussoler. Hop. Je lance un maxi attaque et 9. 9. Non, écoutez, l'araignée est morte. Magnifique. Eh oui, le temps joue contre nous. Le temps a tué l'araignée. Le marais pour terminer. Avançant de plus en plus loin dans le marais, vous arrivez à une grande étendue d'eau à perte de vue. Non loin d'un petit ponton et une barque semble être la seule alternative. Arrivant sur le ponton et avant d'embarquer, vous pouvez lire sur une pancarte « Fin de l'épreuve imminente, félicitations ». Bravo. Oui, parce que du coup, vous avez avancé au niveau de la forêt, je suis désolé, mais voilà, l'arbre vous a botté les fesses pour partir. Vous dérangez. Bon bah. Embarquant sur la barque sommaire, vous commencez à naviguer. Rien à l'horizon. Alors que tout semble calme, ni une ni deux, une main, puis une seconde sortent de l'eau, agrippe le bois et monte d'une traite. Vous êtes nez à nez avec une petite bête, squelettique. Quand vous voyez son visage, vous reconnaissez Gollum, une créature des plus étranges qui se parle souvent à elle-même et se répond par la même occasion. Vous, oui, vous, c'est vous qui l'avez, mon précieux, il me l'a dit. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, tu l'imites pas très bien. C'est mauvais, c'est pas sympa. Ouais, ils sont entraînés, attends. Non, je lui donne ma bague de fiançailles. Ah, carrément, tu donnes ta bague de fiançailles. Ah, mais du coup, il en veut pas, il la jette. Ça l'intéresse pas. Bon, alors, vous semblez interloqué, donc vous savez pas trop quoi faire. Alors, il vous dit, alors ce n'était pas vous, prouvez-le nous, sautez dans l'eau et ramenez-moi notre précieux. Alors, il faut faire un jet de dés, il faut aller récupérer le fameux anneau dans l'eau. Qui veut s'y coller, attention au risque de noyade. Il y a que Yann qui a le dé. Voilà. Oui, je vais lancer mon dé. Ah, il attendez. le fait bien. Tu peux jouer et faire la voix si tu veux, du coup. Mais c'est moi qui le faisais à l'époque, donc c'est normal que je le fasse bien. Je vais lancer mon dé. 5. 5 Oh là là, il est bon au dé. Eh bien, écoute, tu arrives à trouver le fameux anneau dans l'eau. Alors, enfin, félicitations. Et tu le ramènes, en fait, tu sors de l'eau en t'élançant vraiment et tu retombes dans la barque tel un gardon. C'est vraiment magnifique. Cacamoulax. Oui, vous l'avez, notre précieux, donnez-le nous. L'école va vous conduire à la ville. Oui, les maîtres l'ont mérité. Félicitations, vous êtes tous les deux groupes sortis de vos aventures. Oui, les deux groupes d'aventuriers sont de retour sains et saufs. Et les deux groupes en plus, c'est assez rare pour le souligner. Que de talent et de chevalerie dans ces gens qui pourtant partaient de loin. Mais si deux groupes il y a, un gagnant il doit y avoir pour le grand combat final. Je ne vois pas d'autre solution. Octogone. Des gobelins avec des pancartes, une foule en délire, un ogre arbitre pour le combat du siècle, le tout animé par le ménestrel connu sous le titre de Duc, Booba, plus communément appelé B2OBA. Et oui, êtes-vous prêts ? Bien, très chers amis, l'Octogone est un combat, disons, spécial.
Il est le combat ultime de la noblesse de nos terres. Un Shifumi. Alors, va falloir vous affronter. Alors, on va vous affronter par cam du coup. Va falloir mettre votre cam et on va faire un combat, par exemple Adeline Yanoux ou Adeline Jen Yanoux. Adeline sera notre représentant étant donné que je n'ai pas la caméra branchée. Eh ben vas-y Adeline. Adeline contre Yann. Adeline. Eh ben Adeline, tu peux affronter Jen. Bah, du coup, Yann. Attends, on n'a rien fait. Yann. Oui. Ou Yann. Faut dire 1, 2, 3 non? Oui. Vous êtes prête? Ouais. 1, 2, 3, Shifumi. Adeline, c'est quoi ça? Elle a coupé c'est les ciseaux. Je coupe. C'est les ciseaux qui coupent le papier. Il coupe ma feuille, tu vois quoi. Vas-y. Papier. Vas-y, un point pour l'équipe Adeline Bennett. Un point pour l'équipe Adeline Bennett. Jen, tu as tout le poids de ton équipe sur le dos, hein, sur les épaules. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3, contre Adeline. Contre Adeline, Shifumi. Il y a égalité. On a fait le même. Ouais, alors c'est quoi? C'est Pierre. Ouais. Juste qu'on est à la radio, alors faut illustrer un peu quand même. Et oui, il y a une pierre. Mais moi je vois pas vos cams en fait, là vous êtes éteints pour moi, vous êtes que des lettres. Non, c'est bon. Vas-y Anthony, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne là, on est en retard déjà. Eh ben les derniers matchs, allez-y, pour vous départager, Yannou, Adeline, allez hop, c'est parti. Shifumi. Je gagne. J'aurais perdu. Mais c'est nul ce jeu. Ok. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et la victoire revient à l'équipe de la forêt. Félicitations Adeline, félicitations Bennett. Bravo. Vous êtes moins pire que l'équipe perdante. Félicitations Adeline. Oh mais regardez, c'est Chuck Norris. Il veut déjà en découdre avec les vainqueurs. Laissons-leur un peu de repos, nous non? Non, je vous ramène la princesse, elle n'arrête pas de me prendre la tête depuis des jours. Et Mario va venir me délivrer par-ci, et Bowser est plus gentil, Joël est par là. J'en ai ma claque, je retourne chez moi, je suis trop vieux pour ça. Et oui, Chuck Norris aussi, peut-être vaincu. Fin du jeu. Imiter Chuck Norris en t'imitant toi-même, c'est énorme. Voilà. Bon, messieurs, dames, on est à la bourre, mais Franck, il garde le sourire. Merci d'avoir participé à cette dernière grosse émission de l'aventure des rencontres du 3e Geek. Bien sûr, vous pourrez réécouter cette émission en podcast prochainement. Et puis elle sera diffusée tous les mardis jusque fin août. Donc merci Adeline, merci Anthony, merci Bennett, merci Yannoux, merci Jen, merci Franck. Merci à toi. Et peut-être un de ces jours. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.